Allez, s'il vous plaît, messieurs, dames, il est 18h03. Je vous souhaite la bienvenue pour cette séance, non c'est marqué élection sur le papier, cette séance du 17 février 2020 dont le secrétariat sera assuré par Madame Pitot. Et donc c'est Monsieur Penn qui va être secrétaire jusqu'à l'arrivée de Madame Pitot. En termes de procuration, Monsieur Guillaume Garrigue, voilà Madame la secrétaire de séance qui arrive. Monsieur Garrigue a donné procuration à Monsieur Philippe Goyer jusqu'à son arrivée. Je vous en prie. Point numéro 1, approbation du procès-verbal des séances publiques des 19 décembre 2019 et 16 janvier 2020. Rapporteur, Monsieur le maire. Est-ce que ces procès-verbaux appellent des commentaires de votre part? Ils sont adoptés à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 2, décision municipale, information du Conseil. Quelles sont les questions qui sont afférentes? Madame de Marco. Oui, cela concerne la décision numéro 18 de faire procéder à un constat d'huissier concernant l'occupation sans titre par 6 personnes d'une maison propriété de la ville, 1 rue Aldona, et par la suite d'entreprendre une procédure de référé expulsion. Alors je reviens sur ce dossier, on constata qu'en définitive c'était l'ancien Les Bons Petits Diables, donc propriété qui avait été achetée par la municipalité en 2005. Ensuite, donc, la municipalité a décidé de déplacer Les Bons Petits Diables, une partie à Thouars et une autre partie sur un autre site. Et j'ai souvenir que nous avons donc approuvé le principe de cession à M. Carnel en février 2013 et ensuite vendu une promesse de vente le 15 janvier 2012 avec l'évaluation du domaine de 500 000 € de cette propriété, donc où étaient domiciliés Les Bons Petits Diables, jardin d'enfants et crèche que nous avons donc, pour pouvoir vendre, déplacé dans d'autres lieux de Talence. Donc, ce qui signifie que cette propriété est toujours, donc, 1 rue Aldona, une propriété qui appartient à la municipalité. Donc, je souhaitais savoir ce que vous comptiez en faire, sachant que depuis maintenant 7 ans, cette propriété aurait été vendue, ou une promesse de vente, et évaluée à l'époque à 500 000 €. Que comptez-vous faire? Comptez-vous poursuivre cette vente à ce prix évalué il y a 7 ans, ou comptez-vous donc conserver cette propriété? Merci. Vous avez raison, cette propriété a fait l'objet d'un compromis de cession entre la ville et un particulier. Mais durant l'été 2019, j'en avais déjà parlé, le particulier s'est manifesté pour renoncer à l'acquisition du bien, qui fait donc partie maintenant pleinement du patrimoine communal. Et à ce jour, il n'est pas fait, à ce jour, la ville n'a pas de stratégie particulière, si ce n'est de conserver ce bien dans le patrimoine communal. Mais, Excusez-moi. Vous souhaitez le conserver pour... Alors, je vais bien vous répondre si vous ne parlez pas à votre voisine. Oui. Donc, je dis que pour l'instant, ça fait partie du patrimoine communal et donc ça a pour l'instant vocation à y rester. Point. Monsieur Comte. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais savoir quelle est la différence entre la décision numéro 19 et la décision numéro 21. Pardon, excusez-moi, mon cher collègue, 19 et 19 et 21. Oui. Alors, ce ne sont pas les mêmes œuvres, puisque la 19, c'est auprès de Madame Stéphanie, je suppose, Goudgère. Et pour la 21, c'est Jonathan Hinson. Donc, c'est l'exposition, mais ce n'est pas le même artiste, tout simplement. Okay. Mais le même prix. D'autres questions? Pas d'autres questions? Je vous remercie. Point numéro 3, réhabilitation sur le groupe scolaire Paul Lapie, marché de maîtrise d'œuvre. Avenant numéro 1, fixant définitivement le coût prévisionnel des travaux et le forfait de rémunération.
Alors nous avons prévu, vous allez le voir normalement derrière moi, quelques images, puisque indépendamment de la décision qui vous est proposée aujourd'hui, il nous semblait intéressant de faire le zoom sur cette très belle réhabilitation. Je dis très belle parce qu'il est vrai qu'au fur et à mesure des mois sur cette rénovation, bien, ce qui devait être au départ une simple mise aux normes et d'accessibilité notamment, bien, on a souhaité collectivement aller plus loin dans cette réhabilitation du groupe scolaire Paul Lapie pour le rendre complètement, finalement, changer complètement l'origine, on va dire, du projet et réhabiliter l'ensemble du groupe scolaire. Alors, objectif de l'opération, objectif numéro 1, donc rénovation et restructuration thermique, réglementaire, pédagogique et fonctionnelle de l'école maternelle, donc sur la base de 5 classes plus une classe supplémentaire. Le numéro 2, donc, c'est amélioration de l'école élémentaire à 2 classes plus 2 classes supplémentaires. Quand on dit ces 2 classes supplémentaires et les plus une, c'est en tout cas on crée les locaux pour pouvoir éventuellement accueillir ces classes. Ça dépendra effectivement, et puis de toute façon, en général, il n'est jamais laissé d'espace libre dans une classe. L'objectif numéro 2, c'est la requalification des sanitaires extérieurs des accès et des circulations. L'objectif numéro 3, donc la mise en conformité globale, la mise aux normes des réseaux, l'accessibilité PMR. En intégrant donc les temps périscolaires, donc du matin et du soir et la pause méridienne bien sûr, et puis mener une réflexion globale sur le site, notamment en termes de gestion des flux de circulation et d'accès sur cette très belle école, architecturalement parlant, mais avec 2 entités bien distinctes, pédagogiques, donc le primaire et le maternel. Vous voyez le plan organisationnel qui vous est présenté, avec... voilà. Merci. Vous voyez donc la restructuration complète de ce groupe, puisque je rappelle que cette restructuration a fait l'objet donc de différentes commissions, d'ailleurs dans laquelle majorité et opposition ont, je crois, me semble-t-il, toujours voté à l'unanimité. Il a été très largement concerté également avec les équipes pédagogiques, puisque c'est un projet qui est allé finalement beaucoup plus loin que ce qui avait été imaginé au départ. Vous voyez que toute la partie rose sur le schéma qui est derrière moi, eh bien, ça sera donc la future emprise de l'école maternelle. L'école élémentaire, elle, sera toujours dans la partie en haut à droite, mais prendra une partie des locaux qui sont aujourd'hui dévolus à la maternelle en bas à droite. Vous voyez que toute la partie à gauche est une structure qui est créée. Vous avez donc le périscolaire élémentaire et maternel qui prend part, on va dire, dans le corps principal. Et puis donc avec des espaces qui sont libérés, avec notamment les 3 grandes cours, celle la plus à l'est, l'ouest, et puis celle un peu plus au sud. Donc ça, vous voyez, donc ça, ce qui a été proposé au fur et à mesure avec la création et surtout la jonction avec aujourd'hui les toilettes qui sont séparées, ce qui fait que les enfants, et notamment dans des périodes un petit peu plus compliquées comme l'hiver, doivent sortir, s'habiller, se déshabiller et revenir. Et donc il y aura comme ça un continuum général. L'ensemble de cette restructuration, ça va s'accompagner par une concentration des flux voulue aussi par certains parents, parce que quand on a des enfants en maternelle et en primaire, on a 2 entrées différentes, même si les horaires sont un petit peu sont différents selon les 2 groupes. Et donc avec une entrée principale qui va se situer au nord, avec une entrée qui sera revue. Le calendrier, le phasage précis des travaux divisés en 7 étapes sera déterminé à partir du mois d'avril 2020, avec une prise en compte bien évidemment de la particularité du site, avec les exigences sécuritaires et pédagogiques. On va avoir un chantier plus long que quand on reconstruit une école avec pas d'élèves, mais bien évidemment on fera en sorte, mais ça a déjà été le cas à Talence et ça n'a pas posé de problématique particulière. Le début des travaux donc commencera en juillet 2020 pour une ouverture à la rentrée 2022. De vous dire que voilà quelques images du projet. Donc vous voyez, ça c'est le coin nord-est. Je vous donne d'ailleurs le groupement. Donc c'est le BPM Architecte pour tout ce qui est l'architecte mandataire, Math Ingénierie pour les thermiques, fluides et coordination, la société Verdi pour les structures, Ganta pour l'acoustique, Freelance Études SARL pour l'économie de la construction et ECR pour la partie géotechnique. Donc vous voyez que les choses donc avec les parements-pierres, donc l'angle nord-est, qui ont été conservés de manière à conserver sa magnificence à ce très beau bâtiment, un ancien château. La vue de la cour maternelle que vous voyez,
avec finalement pas forcément beaucoup d'impact sur cette cour, donc, mais qui va être complètement restructurée, là encore en respectant le cachet du bâtiment, même si la partie restauration est un petit peu plus moderne. La suivante, qui avait fait notamment l'objet de beaucoup de demandes de la part du corps enseignant, mais aussi des riverains, c'était pouvoir, on va dire, s'affranchir de la vue sur le restaurant en hauteur. Donc c'est l'angle sud-ouest avec ces éléments qui vont avoir un effet à la fois écologique par rapport à un bâti où ils ont froid, les enfants, ils ont l'hiver et chaud l'été, avec notamment des gros problèmes d'humidité. Donc ça va permettre d'avoir et un effet acoustique, un effet thermique et un effet bien sûr architectural. Le visuel sur le réfectoire, vous le voyez. Pour le reste, bien évidemment, c'est un projet sur lequel il y a eu du surcoût. Alors, le surcoût lié en très grande partie à hauteur de 1 100 000 € lié au diagnostic. Tout simplement, c'est les études de structure de charpente et géotechnique qui ont conclu au fait qu'il fallait renforcer plus que prévu les structures pour accueillir les nouvelles structures et la rénovation. Et sur la phase APD, 656 000 € supplémentaires vont être nécessaires, en tout cas par rapport avant l'ouverture des plis des marchés travaux. Donc les travaux supplémentaires, c'est le remplacement des verrières, l'ouverture de flots plafonds sur couloir, la mise en place d'une VSC et la dépose de réseaux qui ont été amiantés. Donc la ville a fait preuve d'une diligence raisonnable, mais comme dans ce type de rénovation sur des bâtiments aussi complexes, on a eu un surcoût qui devra être validé une fois qu'on aura eu l'ensemble des marchés travaux. Vous dire pour conclure que puisque le montant de cet an engendrait une plus-value supérieure à 5%, la commission d'appel d'offres en date du 20 janvier 2020 a donné un avis favorable à sa passation. Et donc, nous pourrons commencer donc, les différents marchés travaux, et notamment les modulaires, à partir de fin février 2020. Donc là, c'est les premiers marchés qui vont être lancés, avec les autres lots de travaux en 2020. Au bilan, près de 5 millions d'euros vont être plus de 5 millions d'euros TTC, 5,4 millions, sur lequel il devrait y avoir des aides, notamment celle de la métropole, qui aide, vous le savez, les communes pour les agrandissements de groupes scolaires. On conservera, et moi je voudrais vraiment saluer l'ensemble du travail de l'équipe qui nous assiste, de la programmiste, de l'équipe d'architectes, ainsi que les élus et les services qui ont participé à ce beau projet, parce qu'il y a eu beaucoup de concertation avec les équipes pédagogiques. On est allé beaucoup plus loin que ce qui avait été prévu, mais au bilan, on conserve le cachet exceptionnel de ce très beau château, et on aura, on va dire, en pivot, puisque Paul Lapie a cet avantage d'être, on va dire, à mi-distance entre Est et Ouest et Nord et Sud, d'avoir véritablement cette respiration supplémentaire. Et si jamais ce n'était pas nécessaire, ça permettra d'avoir et d'accueillir des locaux pour les activités scolaires et périscolaires. La parole est à vous. Madame de Marco. Merci. Écoutez, nous avons toujours été favorables à la réhabilitation de ce groupe scolaire Paul Lapie qui en a vraiment besoin. Mais voyez-vous, je trouve que l'histoire se répète aujourd'hui. J'ai souvenir de la salle Jean Bouin, préalablement où nous n'avons pas pu faire les travaux comme c'était prévu, puisqu'en définitive, il y a eu un surplus, donc on a relancé le marché, et surtout l'école de danse et de musique. Aujourd'hui, après 2 ans, nous arrivons à 2 millions, puisque nous parlons quand même TTC, 2 millions donc de plus-value par rapport au prix initial, donc ce qui est assez surprenant. Aussi, on s'interroge à savoir pourquoi, quand il y a des carences que l'on découvre d'ordre structurel et de clos couverts qui doivent donc, on doit entreprendre des travaux, pourquoi ceci, il n'y a pas eu un avis du bureau de contrôle au préalable, pourquoi il n'a pas été demandé et mis dans le cahier des charges. C'est identique concernant les études géotechniques qui ont précisé également la nature des sols et la nécessité de fondations profondes à réaliser. Pourquoi ces études n'ont pas été faites en amont du concours pour que ces données soient intégrées au cahier des charges? Toutes ces questions-là font qu'on s'interroge à la façon dont vous évaluez ou préévaluez les enveloppes financières prévisionnelles pour les travaux de la commune. Merci de pouvoir répondre à ces questions.
de cette plus-value de plus de 2 millions. Ma chère collègue, on compare un peu des choux et des carottes. Hein. La salle Jean-Bouin, on devait refaire la toiture et lorsqu'on a commencé les travaux préalables, on s'est aperçu qu'il y avait eu des problèmes d'ordre structurel au bâtiment. Et donc, il fallait donc résoudre un problème de sécurité qui ne pouvait pas être vu tant qu'on n'avait pas fait ces travaux. Vous n'avez peut-être pas dû bien entendre, ou alors votre question était rédigée avant que je parle, mais je viens de vous expliquer d'où était venue la problématique. Lorsqu'on a fait des sondages dans le sol, par définition, on ne peut pas savoir ce qu'on va trouver dans le sol. On n'a pas de cabinet de voyance dans ces choses-là. Et ce que je vous ai expliqué, c'est que 38% de la plus-value, c'est issu justement de ces choses-là. Et tant que l'on n'a pas un projet finalisé, je rappelle, c'est celui aussi qui permet de savoir où est-ce qu'on doit construire et où est-ce qu'on doit réparer, eh bien on ne peut pas avoir une idée de là où on doit éventuellement ou pas renforcer. Vous dites-vous, encore une fois, d'abord, ça fait l'objet d'un travail entre position et majorité qui n'a jamais posé problème, me semble-t-il. Bon là, j'apprends que vous, là-dessus, on n'a jamais eu de question de votre part sur cet élément-là. Par contre, j'assume, et nous assumons clairement d'être allés peut-être plus loin que ce que l'on devait faire au départ, et donc d'avoir les 650 000 € supplémentaires par rapport au projet, parce que tout simplement, en termes de concertation et de participation, les équipes pédagogiques nous ont demandé d'aller plus loin. Donc on a une partie qu'on ne pouvait pas maîtriser, parce que par définition, on n'avait pas eu le résultat des sondages, puisqu'on n'avait pas les plans définitifs, et l'autre partie sur laquelle on a voulu aller plus loin. Mais si jamais ça vous pose une problématique, j'en accepte l'adage. Oui, mais par définition, madame, ma chère collègue, on ne peut pas faire des sondages tant qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc, voilà. Je vois même un architecte derrière qui dit oui de la tête. Donc, c'est ça que je dois... Voilà. Le maire, un diagnostic, c'est toujours au préalable. Madame de Marco, ce que vous dites n'est pas vrai. Ça dépend des procédures. Et je rappelle que là où on va construire... Mais madame, vous pouvez répéter des choses qui ne sont pas vraies, ça ne les rendra pas plus justes. On ne peut pas faire des sondages sur des endroits sur lesquels on ne sait pas si on va construire ou pas. C'est comme ça. Est-ce que vous pensez franchement que l'objectif de la commune, ça soit de minorer un montant de travaux? Même pas, puisque c'est quelque part, on a un montant d'avenant après qui nous oblige à passer des procédures complexes. Bien. Oui, le contexte est particulier, c'est vrai. D'autres remarques? Madame Congost. Vous dites que la métropole participera. À quel niveau? Alors c'est le règlement d'intervention des écoles. La métropole aide jusqu'à hauteur de 500 000 €, si mes souvenirs sont bons, c'est 250 000, c'est 500 000 €, je crois, par unité créée. Donc dans le règlement d'intervention, déduction faite, d'autres subventions qui pourraient devenir d'autres collectivités. Donc la métropole nous aide par unité de création. Donc ça c'est valable pour l'ensemble des classes créées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc pour cette école, ça fera 500 000 € qui viendra. C'est par unité créée, donc potentiellement par le nombre de classes que l'on aura créées. Il y a 3 classes. Voilà. Mais après, ça dépend de ce que la métropole accepte ou pas de prendre en charge. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on appelle le règlement d'intervention école, qui est un très gros poste de budget pour la métropole. Merci. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Je vous en prie. D'autres remarques? Non. Les votes? Pour? Ah ben non, concernant les remarques que nous avons faites au préalable, nous allons nous abstenir. Donc d'accord, donc vous abstenez sur la réalisation d'une école. Très bien. Moi aussi. Moi bien. aussi. Madame Congost aussi. Le raccourci est très facile. C'est pas un raccourci, c'est factuel. Vous abstenez sur la réalisation d'une école. Point. Allez. Rapporteur Madame Salé, adjointe déléguée à la citoyenneté, reprise des concessions en état d'abandon. Oui, mes chers collègues, il s'agit en effet d'une délibération qui concerne la reprise des concessions en état d'abandon. On arrive à la fin d'une procédure là, qui a commencé il y a 3 ans. Et donc, je vous demande de vous prononcer sur cette reprise par la commune des concessions en état d'abandon. Cela appelle-t-il des commentaires ou des remarques de votre part? Non. Non. Les votes? Pour? Puis-je avoir vos votes, mesdames, messieurs de l'opposition? Pour? Merci. Pas de problème. Rapporteur, monsieur... Attendez, juste... Est-ce que je peux avoir les éléments du groupe Europe Écologie Les Verts, s'il vous plaît? Pour? La majorité? Merci.
Rapporteur, Monsieur Gestin, adjoint délégué aux finances, budget primitif, exercice 2020. Monsieur le maire, mes chers collègues, tout d'abord, je vais vous prier d'excuser le son de ma voix qui risque de confondre les M avec les B. Je risque donc de ne pas parler de rhume, mais de rube. J'espère que dans la traduction des chiffres, ça ne portera pas à confusion. C'est des millions et des billions, oui. Évidemment, un exercice incontournable que la présentation de ce budget primitif 2020. Exercice un peu particulier puisqu'il s'agit du dernier de la mandature. Je voudrais en profiter pour rendre, vous le verrez, ce n'est pas un secret, je vous expliquerai que la situation est bonne et que les comptes sont de bonne facture, mais c'est évidemment dans le cadre d'un travail de longue haleine qui a pu être réalisé par l'ensemble des élus, des services, de l'intégralité des services de la ville. Et je voudrais rendre un hommage appuyé, et là je sais que nous serons d'accord, auprès de Marie-Christine Bertin, qui a accompagné de services compétents et engagés, et de plus récemment d'Aurélien Richen, qui l'a rejoint pour l'accompagner dans ses missions. Marie-Christine Bertin, au cours de cette mandature, a fait, et je crois des précédentes, et ce n'est pas les adjoints aux finances présents dans cette pièce qui me contrediront, a toujours fait preuve de beaucoup de rigueur, de pédagogie et de bienveillance. Il me semblait important de le signaler. Ce budget primitif, c'est à la fois un exercice politique, puisque c'est l'affirmation d'un certain nombre de priorités, mais c'est également un exercice comptable. Et je réponds ainsi peut-être à un certain nombre de remarques qui ont été faites lors du rapport d'orientation budgétaire. C'est également un exercice comptable et il se doit de le rester, car c'est ce qui nous permet de réellement estimer la bonne santé financière ou pas d'une commune, et en tout cas de son état financier au cours de cet exercice-là. Vous verrez que dans cette présentation, et pour répondre aux engagements que j'avais pris l'année dernière, nous avons un peu essayé d'apporter les deux volets de ce que je viens d'indiquer. Je profiterai également de la présentation pour tenter de répondre aux questions qui ont été adressées à l'administration à 15h32 ce jour. Et donc je glisserai au fur et à mesure de la présentation un certain nombre de réponses qui, pour la plupart d'ailleurs, avaient déjà été expliquées lors du ROB, mais je ne doute pas. Alors, si j'arrive à lancer le diaporama, par contre, qui manquait peut-être... Oui, puisque la plupart des questions avaient été abordées lors du ROB, et donc je préciserai au fur et à mesure les différents éléments de réponse à ce qui nous a été adressé tout à l'heure. Que retenir de ce budget 2020 ? D'abord, c'est un budget qui permet, en cohérence avec une stratégie financière menée depuis plusieurs années maintenant, de vous présenter un budget primitif qui permettra, et nous l'avons rappelé lors du rapport d'orientation budgétaire, de ne pas augmenter les taux d'imposition municipaux après avoir baissé les taux lors de l'exercice précédent en 2019, de continuer notre soutien financier aux différentes structures associatives et au CCAS, de maîtriser l'évolution de nos dépenses de fonctionnement tout en offrant aux Talançais un maintien d'un certain nombre de services de proximité, voire de renforcement pour un certain nombre, d'améliorer le niveau de nos soldes d'épargne, de poursuivre un ambitieux programme d'investissement et pour cet exercice-là, de ne pas emprunter et même d'aller un peu plus loin puisque, comme je vous l'avais indiqué lors du rapport d'orientation budgétaire, nous pourrons rembourser un emprunt par anticipation, ce qui nous permettra d'accélérer le désendettement de la commune. Si l'on regarde les grands équilibres du budget, ce budget s'équilibre donc à 70 millions d'euros, avec une section de fonctionnement équilibrée à 51,2 millions d'euros et une section d'investissement à 19 millions d'euros. En section de fonctionnement, vous y retrouvez évidemment nos dépenses de fonctionnement et un virement à la section d'investissement, mais j'y reviendrai. Du côté de l'investissement, vous y retrouvez à la fois le remboursement du capital, le remboursement d'un emprunt par anticipation, comme je vous l'indiquais, pour répondre à l'une des questions. Il s'agit d'un emprunt de la Caisse d'épargne qui est un Euribor 3 mois
et j'en oublie un bout, pardon, je vous le redonnerai tout à l'heure, et puis un certain nombre de dépenses d'investissement auxquelles viendront se compléter le report de l'année 2019 qui se chiffrera à près de 6,5 millions. Vous voyez apparaître dans les recettes de la section de fonctionnement, d'investissement, un emprunt d'équilibre, mais là aussi j'y reviendrai plus longuement. Il s'agit d'un emprunt quelque part factice, puisque c'est un emprunt qui ne sera pas contracté. C'est un emprunt que nous mettons en place pour avoir l'équilibre budgétaire lors de ce compte et qui sera annulé lors du budget supplémentaire lorsque nous pourrons récupérer les chiffres de l'année précédente. En ce qui concerne la section de fonctionnement, toujours dans cette volonté de continuer à développer le programme d'investissement, nous nous devons de maîtriser l'évolution de nos dépenses. Ce budget primitif 2020 fait apparaître des dépenses de fonctionnement quasiment stables à 0,3%, alors que le virement de la section d'investissement progresse, lui, de plus de 60%, puisqu'il est de 3,9 millions d'euros au budget primitif 2020, contre seulement 2,4 millions d'euros au budget primitif 2019, évidemment hors reprise des résultats, puisque ce n'est pas le chiffre que vous avez. Mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est donc une évolution très importante. En plus de cette gestion responsable et rigoureuse, nous proposons pour 2020 de maintenir les taux d'imposition, de donner la priorité à un service public de proximité et de qualité, de renouveler notre soutien financier pour les assos et le CCAS et d'appliquer des tarifs municipaux qui restent adaptés. En ce qui concerne le volet des recettes pour la section de fonctionnement, vous y retrouvez un certain nombre d'éléments importants. Pardon, je vais essayer de ne pas décéder avant la fin de la présentation. Concernant le chapitre 70, puisque c'était également l'une des questions, la somme de plus de 170 000 € correspond à un remboursement de la métropole sur un certain nombre de marchés que nous avons contractés dans la première année de la mutualisation, le temps que les transferts d'un certain nombre de marchés se fassent avec ce changement de compétence. C'est donc un one-shot que nous avons eu, puisque c'est l'une des questions qui m'a été formulée. Vous y retrouvez des chiffres qui sont globalement plutôt stables, et c'est là que vous voyez la différence sur l'excédent de fonctionnement reporté. Nous n'avons pas récupéré les résultats, nous ne pouvions pas le faire en votant un budget au mois de février. Il ne vous a pas échappé que cette année, le mois de mars, était un mois un peu particulier, et cela aurait mis la municipalité et la plupart des structures dans une situation excessivement difficile si nous avions décidé d'attendre le mois d'avril pour présenter un budget. C'est la raison pour laquelle nous avons avancé. D'ailleurs, nous l'avons également fait par le passé au cours de cette mandature, puisque je crois qu'en 2015, nous avions à peu près voté le budget dans les mêmes délais. Il n'était évidemment pas à cette date possible d'obtenir les chiffres du compte de gestion que nous avons reçu il y a quelques jours, voire quelques heures plus exactement, et donc il n'était pas possible de les intégrer. C'est ce qui provoquera l'établissement d'un budget supplémentaire pour la future municipalité, mais ce qui lui donnera aussi un peu plus de temps pour pouvoir l'écrire et corriger un certain nombre d'éléments, si besoin était. Vous retrouvez donc un certain nombre de postes que je ne vais pas vous détailler globalement, mais vous y retrouvez tout de même une stabilité assez importante sur la plupart des chiffres, avec des recettes réelles de fonctionnement qui sont en légère augmentation de 2,3%. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, là aussi, quelques chiffres à signaler. La baisse des charges de caractère général de 1,2%. Les charges de personnel qui restent globalement stabilisées, avec une augmentation de 2,1% par rapport au budget primitif 2019, mais seulement de 1,4% si on rajoute la décision modificative que nous avions passée au mois de novembre avec les 170 000 € pour le personnel que nous avions intégré à ce moment-là. Des chiffres qui, pour la plupart, restent globalement assez équivalents. Peut-être quand même signaler les charges financières qui sont en forte diminution de 100 000 €, ce qui est loin d'être neutre. Les dépenses imprévues, et c'est à nouveau une des questions qui nous a été posée,
que nous n'avons pas estimé, puisqu'il sera possible, si le besoin se présentait, de le faire lors du budget supplémentaire. C'est la raison pour laquelle nous ne les avons pas indiqués à ce stade. Et donc, un virement à la section d'investissement qui, lorsque l'on en enlève l'excédent de 2018 de 6,5 millions, se chiffre donc à 3,9 millions, alors qu'il n'était l'année dernière que de 2,4 millions, puisqu'il s'agit des chapitres 23 et 42, moins le report de l'excédent 2018. Nous avons donc, comme je vous l'indiquais, des charges qui, globalement, n'évoluent que de 0,3%. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un excellent résultat. Sur les différentes économies de gestion, cette baisse des charges financières dont je vous parlais à l'instant, la diminution des charges à caractère général de 1,2%, ça nous permet de maintenir, comme nous le faisons depuis maintenant plusieurs années, le soutien financier à l'ensemble des associations, au CCAS, au conseil communal, au conseil municipal des enfants, de renforcer ou de pérenniser un certain nombre de services de proximité. Et parmi ceux que nous avons indiqués, il y a les services d'Allo Talence, de la médiation sociale, des postes d'ASVP, tout ce qui relève de la sécurité publique ou du désordre pour un certain nombre d'éléments. Également l'enfance, avec le renforcement des centres de loisirs au cours de l'année précédente, ou des loisirs avec des activités comme Animez-vous. Ça nous permettra également, évidemment, de continuer notre programme d'investissement et de continuer à accentuer nos efforts sur l'entretien du patrimoine municipal, tout en augmentant considérablement le niveau de nos soldes d'épargne de plus de 60%. Un petit tableau qui explique comment est-ce qu'un certain nombre de marges de manœuvre par rapport à l'exercice précédent ont pu être dégagées. D'abord, la réduction des charges de caractère général et tout ce qui va avec les reversements à Bordeaux Métropole ou les frais financiers. Là, ce sont 400 000 € qui sont économisés. Pas de dépenses imprévues à ce stade pour 500 000 €. Et également une croissance de nos recettes de fonctionnement, malgré l'absence d'augmentation des taux d'imposition de près d'1 million. Ça représente une somme globale de plus de 2 millions, qui est affectée d'une part en fonctionnement pour la pérennisation et la concrétisation d'un certain nombre de services que nous avions lancés en cours d'année et qu'il fallait compléter sur année pleine, mais également d'une somme d'argent que nous allons pouvoir rajouter pour financer notre programme d'investissement. Pour la section d'investissement, on peut, donc avant même la reprise des résultats, pour information, les résultats devraient s'élever à près de 20 millions d'euros pour cette année, dans ce que nous réintégrerons avec le compte administratif. Donc, avant même la reprise de ces près de 20 millions d'euros, nous pouvons compter sur d'importantes ressources propres pour assurer nos projets pour 2020. En poursuivant notre programme d'investissement, le budget participatif et l'accélération du désendettement pour un peu plus de 5 millions d'euros avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, près de 3 millions dans ce remboursement de cet emprunt anticipé. Vous retrouvez le tableau qui avait été présenté lors du rapport d'orientation budgétaire. Je ne le redétaille pas. Vous en avez juste après. Vous en aurez juste après la déclinaison que je reprendrai un peu plus longuement. On y retrouve dans les dépenses de la section d'investissement les différents postes financiers qui s'y appliquent. Alors, de la même manière, je ne commenterai pas l'ensemble des chiffres. En tout cas, pour les dépenses d'équipement, il conviendra de rajouter les reports de l'exercice précédent qui devraient se situer à hauteur de 6,5 millions. Et c'est là que vous voyez apparaître cet emprunt de 3 millions qui était un emprunt de la caisse d'épargne à un taux d'intérêt de 0,77%, qui était un Euribor 3 mois et dont le remboursement devrait permettre d'économiser la somme de près de 200 000 €. Si l'on regarde un peu plus dans le détail les différents projets, vous y retrouvez tous les projets en cours.
avec évidemment la proportion qui correspond à l'année 2020, donc 1,5 million sur l'école Paul Lapie, le démarrage du stade nautique Henri Deschamps, tous les travaux du stade Pierre-Paul Bernard et la construction du dojo pour une partie, la création des paddles et de la couverture des terrains de tennis, la maison des solidarités, la modernisation de l'ensemble du parc d'éclairage public pour près de 2 millions, un certain nombre de travaux divers de voirie d'éclairage public en complément, l'attribution de compensation d'investissement versée à la métropole, l'acquisition de matériel, l'entretien du patrimoine, le budget participatif, les travaux d'accessibilité, le complément d'un projet du budget participatif, puisque nous avons souhaité pouvoir créer un skatepark plus important que celui qui avait été proposé lors du budget participatif, et des travaux d'amélioration du cimetière qui ont pu être faits. Il conviendra au moment du compte administratif de rajouter les reports de l'année précédente à hauteur de 6,5 millions. Nous avons des ressources propres qui sont importantes, avec plus de 5 300 000 euros de disponibles, dont 3,8 millions correspond à de l'autofinancement, le reste étant à la fois le fonds de compensation de la TVA, un certain nombre de subventions, de la taxe d'aménagement, mais vous le voyez, nous continuons à dégager des marges de manœuvre chaque année. Pas d'emprunt nécessaire pour cette année, puisque nous serons largement en situation de pouvoir continuer à financer les différents projets, et quand même un chiffre qui me semble particulièrement significatif. Sur cette mandature, l'endettement, l'encours de la dette sera passé de 34 millions à 18 millions. C'est 46,5% de moins, ce qui est sans aucun doute l'un des chiffres qui prouve que notre situation financière est bonne. Vous avez le ratio, puisque le ratio est que nous sommes sur un chiffre de 432 € par habitant, lorsque nous constatons dans les villes de la même strate une moyenne de 1036. C'est-à-dire que nous avons des investissements à venir qui sont importants, mais nous avons les moyens de les financer pour les années à venir. J'ai souhaité enfin, comme je m'y étais engagé l'année dernière, apporter un certain nombre de focus. C'était des éléments que nous avions peut-être plus l'habitude de présenter dans le journal de la ville pour davantage expliciter ce budget. Il m'a semblé nécessaire de le faire. Vous retrouvez un certain nombre d'équilibres financiers, près de 7 millions pour l'environnement et le patrimoine, 1 500 000 on va dire pour les questions de sécurité, le budget participatif à 350 000 €, l'éducation et la jeunesse pour près de 11 millions, mais je vais y revenir, la culture et le sport pour près de 10 millions d'euros, et enfin le budget de la solidarité dans le budget de la ville pour là aussi répondre à ce qui avait été dit lors du rapport d'orientation budgétaire, à hauteur de 4 400 000 €, qui font partie des 11 millions du budget propre du CCAS, puisqu'il convient évidemment de ne pas réduire l'action sociale de la ville à la seule partie d'investissement du budget de celle-ci. Il y a également les fonds propres du CCAS qui rentrent en compte. Si l'on rentre un peu plus dans les détails sur un certain nombre de ces chiffres, sur tout ce qui relève de la valorisation de l'environnement et de nos patrimoines, nous avons mis en place, et ça je m'y étais engagé l'année dernière lors de notre débat, un certain nombre d'indicateurs sur 5 thématiques pour pouvoir continuer à faire ce travail d'analyse qualitative au fur et à mesure des années. Donc nous avons mis ça en place. Dans les grands projets, vous aurez que nous avons déjà passé lors d'une décision municipale, la possibilité de passer en LED l'ensemble de notre patrimoine d'éclairage public au cours de l'année à venir. L'obtention qu'il convient de signaler de la 3e fleur, qui je crois est un beau succès pour notre commune et l'ensemble de nos services qui ont pu y contribuer sous l'égide de Jacqueline Chadebost, et des différents crédits qui sont affectés à l'entretien durable de nos différents espaces verts, et puis la reconduction des enveloppes pour l'entretien du patrimoine municipal. Dans ce chapitre-là, c'est près de 7 millions d'euros qui sont globalement investis et prévus dans ce budget 2020.
En ce qui concerne les actions en faveur de la culture et du sport, alors évidemment, ce ne sont que quelques exemples, il y en aurait d'autres. Plus de 10 millions d'investissements envisagés sur l'année à venir, avec évidemment les travaux du stade nautique pour un coût total qui devrait avoisiner les 20 millions d'euros TTC, la réhabilitation du stade Pierre-Paul Bernat et la construction du dojo pour près, en ce qui concerne la commune, près de 2 millions d'euros. Je vous rappelle que le stade étant devenu métropolitain, il bénéficiera d'un large financement de la métropole. Nous sommes sur un projet qui avoisinera les 12 millions d'euros au total, dont 2 pour la commune. La création de 2 paddles et la couverture d'un terrain de tennis. Plus de 5 millions d'euros affectés au fonctionnement courant de nos différents équipements culturels, médiathèques, écoles de musique, danse, forums, sportifs, avec les différents équipements du territoire, et plus de 1 million d'euros versés aux associations sportives et culturelles. Ça vous donne un focus un peu global sur ce budget. Enfin, pour les actions pour l'éducation et la jeunesse, près de 10 millions d'euros de crédits affectés au fonctionnement quotidien des services scolaires, périscolaires et extrascolaires, avec, je vous l'ai dit, notamment un certain nombre de renforcements de mesures, je pense au centre de loisirs par exemple. Et puis, Monsieur le maire vous en a parlé tout à l'heure, le groupe scolaire Paul Lapie, qui est l'un des projets importants qui va démarrer cette année. En conclusion, pour ce budget primitif 2020, je crois qu'on peut résumer les choses en parlant de la stabilité des dépenses de fonctionnement, d'amélioration de nos soldes d'épargne, de l'accélération du désendettement dans des proportions importantes, tout en répondant aux attentes de nos concitoyens, en évitant toute hausse d'impôts, en ayant des projets d'investissement importants pour l'avenir de notre commune, tout en maintenant des services publics de proximité et de qualité, et en renouvelant à nouveau le soutien financier de nos associations et du CCAS. Merci beaucoup, Monsieur le maire adjoint. Nul doute que ce budget sera adopté à l'unanimité, mais avant cela... Alors, Madame Rami. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, le budget 2020 qui nous est présenté ce soir est un budget qui ne nous surprend pas, car il s'agit d'une simple reconduction de la stratégie de la mandature. En aparté, je trouve qu'avec un excédent de près de 22 millions d'euros sur 2019, vous pouvez remercier l'effort fiscal des Talancais qui ont bien participé depuis 2014 à l'embellie des finances de la ville. Nous aurions apprécié pouvoir bénéficier du compte administratif 2019 pour faire un premier bilan de ce mandat. Mais en son absence, je ferai court en évitant que mon propos ne reprenne ce que j'ai pu dire lors du débat d'orientation budgétaire tenu le mois dernier. Et c'est bien normal, puisque le budget qui nous est présenté n'apporte rien de nouveau depuis ces orientations et que nous n'avons toujours pas de vision sur la planification des politiques publiques, même si je note quand même avec satisfaction les dernières slides que vous nous avez présentées, mais qui restent plutôt du bilan, pas de la prospective. Alors, ma première remarque est que la ville ne pourra pas se doter d'une véritable politique de transition climatique et écologique si elle n'en fait pas un axe prioritaire et transversal de politique publique. Cet axe climatique doit figurer dans les documents de prospective budgétaire et pas seulement apparaître sur une action ponctuelle, comme pour l'investissement de 2,5 millions sur l'éclairage public. Est-ce juste pour s'acheter une ligne verte ? Permettez-nous de nous poser la question, car nous ne voyons pas d'autres indicateurs d'engagement fort sur la programmation pluriannuelle. Ma deuxième remarque concerne le montant global de la programmation pluriannuelle, sur laquelle on note des variations par rapport au budget 2019, ce qui implique un rabattement massif des investissements sur 2020, avec le paddle, la maison des associations, le parc public Rabat et l'éclairage public, et ce qui implique aussi un report dans le temps des crédits de paiement afférents, avec la réhabilitation du stade nautique, la rénovation Albert Camus et les grands Pexoto Margaux. Ce qui signifie qu'avec les choix d'investissement que vous faites aujourd'hui, vous imposez le choix des futures équipes qui géreront la municipalité après les élections. Je vous en remercie. Très
Très bien. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Comte, peut-être? Merci, Monsieur le maire. D'abord, je voudrais saluer l'effort de la mairie concernant les économies d'énergie et surtout d'électricité. Nous sommes toujours dans l'ombre. Mais c'est l'opposition, n'est-ce pas? Mais vous êtes notre lumière, Bernard. Ah oui. Non, le public et l'opposition. Bon, voilà. Hein, c'est ça. On les maintient dans l'ombre, dans le noir. Alors, comment je vais lire mon texte? C'est ça. Bien. Alors, quelques remarques sur l'exercice de style qu'est le budget primitif en cette période électorale. Sans doute y aura-t-il des ajustements budgétaires après les résultats. On le verra. Alors, quelques petites remarques, parce que bon, je n'allais pas creuser. Page 4 du document général, celui-là. Petit A, je lis, les dépenses réelles de fonctionnement par habitant à Talence s'élèvent à 1 075 €, un montant plus faible que celui de la moyenne de la strate, 1 234 €. Ah, deux interprétations possibles. La première, Talence est superbement géré. Mais il y a une deuxième. Pour maintenir un ratio plus faible, Talence ne fournit peut-être pas un panel de services à ses citoyens aussi dense et diversifié que la moyenne des villes composant la strate. Petit b. Plus loin dans le corps du texte, l'énorme effort d'investissement est souvent souligné. Or, les dépenses d'équipement par habitant, d'un montant de 277 € sont inférieures de 9% à la moyenne de la strate. Donc, l'énorme effort d'investissement apparaît un petit peu relatif. Hein, voilà. Petit c, malgré la pseudo-baisse et la pseudo-stabilité prévue, la pression fiscale à Talence s'avère supérieure à la moyenne de 11,2%. Pour se rapprocher de la moyenne nationale, il faudra faire encore quelques petits efforts. Maintenant, je passe à la page 4 du document de présentation, le titre, là. Impôts et taxes. Alors, si j'ai mal compris, en 2020, la taxe foncière va augmenter du taux de variation des bases. C'est une question. Hein? Concernant la taxe d'habitation, on lit en note de bas de page, je cite, contraint les collectivités, l'État contraint les collectivités, enfin c'est une loi, les collectivités locales à maintenir la taxe d'habitation au même niveau qu'en 2019. Alors, cela veut-il dire que la taxe d'habitation ne sera pas impactée par l'augmentation des bases? Voilà, donc deux questions. La ligne ensuite, droit de mutation à titre onéreux, des MTO, prévoit une augmentation sensible pour 2020, plus 400 000 €, soit plus 22,2%. Est-ce bien prudent, hein, cette prévision? Il me semble, mais peut-être ai-je tort, que lors des... attendez, oui. Il me semble que, c'est la lumière, que lors des précédents budgets primitifs, le montant de l'année précédente était reconduit. Mais je me trompe peut-être. Dans tous les cas, l'optimisme quant aux recettes des MTO confirme le vieil adage « quand le bâtiment va, tout va ». Enfin, une dernière remarque. Concernant les investissements, page 1 du résumé, hein, on voit que pour les investissements nouveaux, eh bien, l'évolution est de moins 35,3% en 2020, sera, bon, a priori, prévu, moins 35,3% par rapport à 2019. J'ai peut-être mal lu, enfin. Donc, dernier élément concernant ce budget primitif, je voudrais avoir une précision à la page 12, je crois que c'est du document général, à moins que ce soit l'autre, je vais vous dire. À la page 12, à la page 12, bon, il y a autre report, hein, il y a un tableau, autre report 2019, concernant l'investissement, 2 943 000 €. De quoi s'agit-il? C'est tout. Voilà. Merci.
Merci, mon cher collègue. D'autres prises de parole? Non. Monsieur l'adjoint au maire. Oui, quelques tout petits éléments de réponse. D'abord, ma chère collègue, évidemment qu'il n'y a pas énormément de différence entre le débat d'orientation budgétaire et le budget. C'est assez rassurant qu'en l'espace de, si je ne m'abuse, 30 jours, les éléments n'aient pas beaucoup évolué. Et en votant un budget assez rapidement après le rapport d'orientation budgétaire, nous étions évidemment pas mal avancés sur l'élaboration du budget. Vous indiquez qu'il n'y a pas de perspective dans les éléments que nous avons proposés et vous citez un certain nombre d'opérations qui vont de report en report. J'ai déjà eu dans les exercices précédents l'occasion de le rappeler. D'abord, le budget n'est pas un exercice de prospective, c'est un exercice comptable, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. L'exercice de prospective, il est dans les orientations budgétaires qui nous amènent à présenter un certain nombre de priorités pour les 5 ans à venir. Ensuite, vous le savez, nous sommes obligés d'inscrire un certain nombre de crédits. C'est un des principes même de la comptabilité publique. On ne peut pas, par exemple, placer de l'argent ou quoi que ce soit. Nous sommes obligés d'inscrire un certain nombre de crédits, parfois d'en inscrire trop sur un certain nombre de projets, parce que nous ne pouvons pas mettre cet argent de côté comme on le ferait peut-être dans une comptabilité plus personnelle. Pour Monsieur Comte, pardon, sur la question du panel des services en comparatif des autres communes, c'est bien la première fois que j'entends dire que la ville de Talence n'est pas fournie de nombreux services à l'égard de la population. Alors, on est d'accord, c'est relatif. Il ne faudra pas oublier de comparer également les communes qui sont dans le cadre d'une métropole ou qui ne l'est pas, parce qu'un certain nombre de services additionnels viennent se rajouter avec la métropole à côté. Mais c'est quand même bien la première fois que je crois entendre que vous estimez que peut-être notre commune est sous-estimée en termes de services. Je pense que c'est loin d'être le cas. Sur la question des bases de taxes foncières et des bases de taxes d'habitation, vous avez dû, peut-être lors du rapport d'orientation budgétaire, pourtant qui n'a pas eu lieu il y a si longtemps que ça, comme ça a été rappelé, dû oublier que j'avais indiqué que les taux de revalorisation des bases étaient fixés à 0,9% pour la taxe d'habitation et à 1,2% pour la taxe foncière. C'était d'ailleurs quelque part une première. En général, c'est le même taux qu'on avait. Et on a constaté que lorsque le gouvernement a bloqué l'évolution des taux de taxes d'habitation dans le cadre de la réforme fiscale et de la suppression de la taxe d'habitation, il a pour autant indiqué des taux de revalorisation qui étaient différents. Je vous ai rappelé lors du rapport d'orientation budgétaire que cette année 2020 était l'année de référence pour la redistribution fiscale et que nous récupérions à ce moment-là, en fin d'année 2020, nous récupérerons une part de la taxe foncière perçue actuellement par le département avec un coefficient soit de majoration, soit de minoration en fonction des situations. Ce qui nous concerne a priori, ce sera un coefficient de majoration. Et donc, je pense que nous avions été tout à fait clairs lors du rapport d'orientation budgétaire sur ce point-là. Enfin, sur la question de la page 1, sur la baisse de 35% des dépenses d'investissement, vous oubliez ce que j'ai pourtant indiqué à de nombreuses reprises, à savoir le fait que nous n'avons pas intégré les reports de l'exercice 2019 et donc ces 22 millions de plus qui se rajouteront à la fois en partie en fonctionnement mais également en investissement qui se rapporteront à ces sommes-là au cours de l'année à venir. Voilà en quelques mots les précisions qu'on pouvait apporter. Y a-t-il d'autres prises de parole? Bien. Écoutez, avant de procéder au vote, Monsieur Comte. Excusez-moi, mais je n'ai pas eu de réponse concernant les droits de mutation à titre onéreux qui sont majorés de 22,2% en 2020 par rapport à 2019. Oui, c'est qu'on a remis le chiffre à la réalité de ce qu'on a perçu depuis. On les avait quelque peu minorés sur les années précédentes. Donc on a réajusté ce chiffre-là en l'augmentant de 2,2% pour qu'il corresponde à la réalité de ce qu'on avait perçu. Vous savez que les droits de mutation, c'est quand même une donnée qui est assez
qui est très fluctuante potentiellement d'une année sur l'autre. Mais lorsque nous avons constaté au cours des exercices précédents que le montant était toujours à peu près le même, nous les avons donc rehaussés pour être au plus près de la réalité. Donc c'est une majoration. Monsieur Deluy. Oui, monsieur le maire, j'ai hésité avant d'intervenir parce que c'est pas tout à fait, ma question n'est pas tout à fait directement en lien avec le budget prévitif 2020 tel que monsieur Gestin vient de l'exposer. Je voudrais quand même poser une question qui est relative à la visibilité qu'a l'exécutif lancé à ce jour sur l'impact, on va dire, de la réforme fiscale, de fait, qui concerne les collectivités, c'est-à-dire le dégrèvement général, et j'utilise ce mot à dessein, de la taxe progressive, en plus de la taxe d'habitation, d'une part, et la rétrocession d'une partie de la taxe foncière au bloc communal. Alors, vous avez déjà, M. Gestin, donné une partie des éléments, et notamment le fait que l'année 2020 étant pris comme base de départ pour ce qui est de la taxe, de la compensation à l'euro près de la taxe d'habitation par l'État, curieusement, elle augmente que de 0,9, c'est-à-dire moins que la taxe foncière. C'est un mystère, ça, mais enfin, ça aurait été beaucoup plus étonnant qu'elle augmente davantage que la taxe foncière. Mais enfin, bon. Donc, mais à part cet élément-là, finalement, on n'a pas vraiment, et en tout cas, vous n'exposez pas, mais c'est peut-être parce que vous n'en avez pas, et auquel cas, ce serait intéressant de le savoir, de visibilité, tout simplement, sur la suite. On est dans les éléments qui nous ont été transmis sur une application en 2021, donc on verra la réalité des chiffres. Nous avons eu des contacts avec le trésorier qui est venu nous présenter et remettre directement en main propre une lettre au maire sur des estimations de ce que ça pourrait être. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit à plusieurs reprises qu'a priori, nous aurions un coefficient multiplicateur de 1,3% là-dessus, mais basé sur les chiffres de 2020, et donc ce coefficient qui sera réactualisé lorsque l'on connaîtra la réalité des chiffres 2020. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres éléments. Une prospective à partir des chiffres 2019 ne serait pas non plus adaptée. Donc il faudra attendre le mois d'octobre pour connaître la réalité de l'ensemble de ces chiffres-là et savoir à quelle sauce on sera amené dans les années à venir là-dessus. Première année d'application, 2021. Je ne peux pas être plus précis parce que je n'ai pas les éléments pour être plus précis à ce jour. On connaît le mécanisme, ça nous a été confirmé. On part a priori avec ces perspectives-là et on verra la réalité des chiffres que l'on pourra avoir des deux côtés, à la fois du produit de la TH estimé et des produits de la taxe foncière du département. Oui. Donc, enfin, je ne vous jette pas la pierre puisque c'est le cas de la totalité ou la quasi-totalité des collectivités locales. Donc, nous aussi, à Talence, le gouvernement nous maintient dans le noir rien que sur l'année qui vient. Je vous ai vu arriver de Gradignan, en fait, avec ça. Non, aujourd'hui, on a un certain nombre de choses sur le... Je ne m'en cache pas. Mais on ne peut pas vous reprocher le souhait. C'est peut-être un peu moins aveugle que le fait d'enlever des dotations de 30% en 3 ans en ne laissant pas le choix aux collectivités. C'est sûrement peut-être une vision un peu différente. Moi qui avais été gentil et qui n'avais pas parlé de la période 2014-2017, et vous venez sur un sujet qui forcément nous amènerait à venir sur ce sujet-là, moins 15 millions de DGF sur cette période-là. Et on termine avec 22 millions d'excédents. Oui. Oui, mais on ne termine pas avec... Lorsque le gouvernement précédent a enlevé de la DGF, il me semble-t-il pas enlevé de compétences aux municipalités. Le reste, c'est plutôt un effort de gestion. Quelque part, votre remarque, mon cher collègue, va un petit peu sur ce que à la suite de votre intervention, Madame Ramy. Un regret et quand même, je pense qu'en termes de chiffres, qui ne prêtent pas forcément à avoir de l'humour, et je pense qu'il faut quand même... être un peu sérieux ou tout simplement être factuel. Là où je suis vraiment en complet désaccord avec ce que vous dites, c'est quand vous dites qu'on engage le futur exécutif qui sortira des urnes avec un grand nombre de dépenses, etc. C'est faux. C'est faux. Évidemment, il y a des projets pluriannuels qu'on vote. Mais la copie rendue, j'allais dire, en termes de ce mandat, avec la trésorerie disponible
près de 20 millions d'euros. Avec des projets, c'est vrai, qui vont venir dégréver, mais j'allais dire encore heureux qu'une municipalité, au terme d'un mandat, ne dit pas écoutez, voilà, c'est fini. Et puis, parce qu'on sait très bien que pour des projets très complexes, il faut 5 à 10 ans. L'exemple de la piscine en est un. Il a été annoncé par M. Alain Cazabonne au tout début de cette mandature-là. Et on va commencer les travaux maintenant. Donc quand vous dites qu'on engage, on a un programme ambitieux d'investissement, mais que les disponibilités budgétaires, l'endettement qui a été divisé par 2, et surtout, même si c'est un peu technique, l'épargne dégagée par la ville, c'est-à-dire ce que la ville dégage d'elle-même, sans recourir ni à la vente de foncier, ni à l'emprunt, permettra au nouvel exécutif d'avoir libre choix dans ses priorités. Alors évidemment, il y a un certain nombre de projets qui ont commencé, mais il vous appartenait, vous venez de vous abstenir sur le groupe Paul Lapie. Donc ça vous appartiendra de décider ou non, selon telle ou telle personne qui sera dans l'exécutif, de savoir quelles sont les orientations. Mais quand vous dites, permettez-moi vraiment d'être vraiment sérieux par rapport à ça. Non, on n'obère aucune capacité à un exécutif, quel qu'il soit, de faire ses choix. Un regret peut-être. Je vous ai entendu, alors on va dire depuis quelques semaines seulement, je trouvais un peu plus positif il y a encore quelques mois, mais j'en accepte l'adage. Souvent dire on a une vision comptable, etc. Mais à un moment ou à un autre, c'est la base et c'est un socle. Les Talancaises et les Talancais nous jugent aussi sur la capacité que nous avons collectivement, opposition comme majorité, à gérer les deniers publics de façon raisonnable. Et un regret dans vos interventions, je ne parle pas des questions de notre collègue Bernard Comte, légitime, c'est pas une fois, alors sauf sur des diapositives, pas des slides, correspondant à votre demande l'année dernière, vous voyez qu'on écoute les choses, pas une fois se réjouir collectivement, indépendamment des choix qui sont faits, ça appartient à tout le monde, se réjouir de la bonne santé financière de la ville, qui n'est pas une vision comptable, qui est une demande expresse des concitoyens, talancés ou pas, que nous puissions gérer la ville de façon sérieuse, avec des budgets sérieux et présentés. Et ce que j'aurais, moi, aimé, sur un dernier budget, sur la mandature, ou j'allais dire le premier de la suivante, eh bien, c'est d'entendre, j'allais pas dire ni un quitus, ni un satisfecit, juste des éléments positifs sur des chiffres qui ont l'avantage d'une chose, c'est de ne pas mentir. Ils sont respectueux d'une situation réelle. Et je trouve un petit peu dommage que sur les interventions, sans donner, je vous ai vu applaudir un moment, mais je me suis dit non quand même, sans donner le moindre crédit à ce qui a été fait par les élus, mais surtout par les services, qui ont géré de façon responsable les deniers publics et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des chiffres, en matière d'endettement, c'est quand même assez remarquable, d'avoir des chiffres qui sont bons et qui, justement, n'obèrent en rien l'avenir, mais permettront au moins d'avoir une gestion responsable. Et je crois que c'est la marque de fabrique des collectivités locales, quelle qu'elle soit. C'est qu'à la différence de l'État, on ne peut pas endetter, on ne peut pas s'endetter pour vivre. L'équilibre obtenu n'est pas fait à travers des ventes. L'équilibre obtenu n'est pas fait à travers des augmentations des impôts, bien au contraire. L'équilibre obtenu est le fruit d'un long travail collectif de 6 ans. Et j'aurais aimé, permettez-moi juste ce regret, sans aucune critique, au moins avoir une trace, une once de positif dans ce propos. C'est juste un regret. Voilà. Bien sûr. Alors, vous m'avez fait cette remarque aussi pour le débat d'orientation budgétaire, à savoir vous féliciter. Alors je ne sais pas si vous êtes un petit peu sensible dans cette période préélectorale, mais ce n'est pas parce qu'on ne dit pas les choses qui ne sont pas écrites. Je pense que durant toutes mes interventions sur le budget, j'ai été source de propositions, j'ai été une opposition constructive. Il a fallu attendre 6 ans, voire 5, pour que les aspects de transition énergétique et écologique commencent à apparaître. Si, monsieur Salaméry. Vous l'avez dit, monsieur Gestin l'a pris l'année dernière, il a dit qu'il a pris en compte. Monsieur Gestin l'a dit, je suis désolée. Bon. Dans un document de présentation, pas dans la réalité des actions. Ok.
Et quand je pose des questions sur quelle est la visibilité que l'on peut avoir sur un investissement pluriannuel, ce n'est pas une question pour se mettre en danger, c'est une question pour voir où on va et ce qu'on fait. Là, on est sur des questions de bilan. Pour nous, c'est compliqué de faire un bilan de mandature sans avoir le dernier compte administratif. Donc, excusez-nous, on ne peut pas... C'est pour ça, je ne vais pas vous féliciter ou quoi que ce soit. On attend d'avoir l'ensemble des éléments pour le faire. Demander au gouvernement et ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas c'est super, c'est bravo. Ce n'est pas la question. Là, vous êtes dans les caricatures. Je dis juste que, d'abord, ce n'est pas une période préélectorale, là, c'est une période électorale, mais les choses sont que c'est du budget. Et ce budget est exécuté depuis 6 ans. Je ne peux pas vous laisser dire, madame, qu'on a attendu 6 ans pour faire de la transition, écologique, etc. C'est votre vision des choses. C'est peut-être pas aussi extrême, peut-être, comme vision des choses. Mais en tout cas, tout l'argent... par exemple, le grand Pexoto Margot que vous avez là-dedans, c'est juste créer une nouvelle entité verte. On en a souvent discuté, vous avez participé d'ailleurs... J'allais dire vous, pas forcément vous, une utilité personnelle, mais vous avez participé à ces ateliers. On va créer un nouvel atelier vert. Vous ne le mettez même pas dans vos exemples de développement durable et de transition écologique. Donc, c'est une vision parcellaire qui vous appartient. J'attends pas, moi, sincèrement, j'attends ni bravo ni merci. C'est les Talençais qui jugent. Ce n'est pas des conseillers municipaux entre eux. Mais au moins reconnaître que la situation financière permet, peut-être pas forcément toutes les folies, mais en tout cas, permet d'avoir un socle raisonnable sur ce que nous pouvons bâtir demain. C'est tout ce que moi je regrette et c'est ce que, franchement, et vraiment, très sincèrement, j'aurais aimé entendre, mais peut-être que, effectivement, ces périodes sont particulières. Monsieur Casabonne. Oui, juste un mot, à la grande surprise, je voudrais adresser des félicitations à cette équipe pour la gestion sérieuse qui a été faite de la ville pendant toutes ces années. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Nous avons d'abord échappé aux raquettes que tu rappelais il y a quelques années, qui nous avaient privés de beaucoup de subventions. Nous avons résisté au pacte de Cahors, qui a été quand même une mise sous tutelle un peu des dépenses et des augmentations. Et malgré ça, nous avons aujourd'hui une situation tout à fait exemplaire et nous pouvons être enviés effectivement par d'autres. J'en profite au passage pour faire un commentaire sur les moyenne de la strate. C'est bien que la moyenne de la strate, on lui fait dire ce qu'on veut, parce qu'une ville de 45 000 habitants, est-ce qu'elle est en intercommunalité normale, en métropole, en communauté urbaine? Quelle est la compétence prise par l'intercommunalité? Est-ce qu'elle prend tous les investissements? Et donc à ce moment-là, ça donne des ratios différents. Bon, ça donne une indication, c'est ce qu'il faut voir, c'est la courbe. Et là, on peut voir que là aussi, dans ce domaine-là, nous avons été assez exemplaires. Pour le reste et le futur, là, je rejoins un peu M. Deluy. C'est vrai qu'on commence à naviguer à vue, dans la mesure, moi j'étais hostile d'ailleurs à la suppression de la taxe d'habitation, elle était injuste, il fallait la modifier, mais là, la supprimer totalement, non, elle va être supprimée encore, il y a, pour ceux qui la paient encore, et j'en fais partie, il y en a pour 2-3 ans encore, et par tranche, et remboursée sur une base de 2017, je ne sais plus quoi, donc ce qui va faire un décalage également. La taxe foncière qui nous est donnée, celle du département, moi, ma crainte pour le futur, c'est que comme il n'y a plus de taxe d'habitation, on ne fasse supporter toute la charge que sur la compensation de l'État qui sera, une fois figée, terminée, sur la taxe foncière. Et donc, on a eu des estimations, vous l'avez vu, des simulations sur les chiffres de la taxe foncière, sur les bases de la taxe foncière, qui sont extrêmement inquiétants. Alors c'est vrai que comme nous avons une gestion prudente, ça peut rassurer ce futur, mais c'est toute une partie de la décision que nous ne maîtrisons pas. Et là, vous connaissez le vrai patron, c'est Bercy. C'est-à-dire que personne ne mesure quelle est la puissance de Bercy. Ce matin, j'étais à une manifestation pour les morts de la gendarmerie nationale, j'ai rencontré le général de gendarmerie et le colonel, puisqu'elle veut qu'on l'appelle le colonel Olivia. Et ici, le colonel, bien que ce soit, et on a parlé un peu du budget, de ce qui leur a été attribué. Et on constate encore une fois cette année que le budget demandé par le gouvernement, voté par les assemblées, d'ailleurs pratiquement à l'unanimité sur la défense, et bien à l'arrivée, le Bercy se permet de faire ils appellent ça, je sais plus qu'on appelle ça, des ponctions, des immobilisations de budget. Je veux dire que ce qui peut être inquiétant pour le futur. Parce qu'on peut très bien avoir des indications de ce que l'État va faire pour intervenir auprès des collectivités. Si Bercy décide demain d'en retirer une partie, nous serons dans une difficulté.
Donc là, je partage un peu cette inquiétude. Il faudra voir ce que ça va donner prudemment et donc avoir une gestion assez... Quant au conseil municipal ici, moi je souhaite une chose, c'est que sa composition soit durable. Ce qui devrait mettre tout le monde d'accord. Finalement, on pourrait se référer pour conclure à la citation de Pierre Dac. La prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Les votes. Monsieur le maire, avec votre permission, parce que je n'en ai pas parlé, juste préciser que le budget annexe de la régie des transports s'équilibre en dépenses et en recettes à 282 000 euros et celui des services extérieurs de pompes funèbres à 1 000 euros. Et oui, il faut valider budget par budget. Alors, les votes. Alors, attendez. Donc, contre. Alors, pour de Madame Salouba. Madame Zanotti, pour. Donc, on a 2 contre. Une abstention. Contre. Et contre. Et 3 contre. 3 contre. Voilà. Très bien. Voilà. Et le groupe majoritaire? Eh bien, Pour. tiens, Très bien. Quel événement. Ouais, Pardon. moi aussi, j'ai entendu contre aussi. Non, Bernard Comte, vous avez entendu peut-être. Hein. Qui n'est jamais lui contre. Hein. Madame la secrétaire. Monsieur Gestin, fixation des taux des 3 axes taxes directes locales pour 2020. Il vous est donc proposé de maintenir à l'identique les taux d'imposition pour l'année 2020, la taxe d'habitation à 23,03%, le foncier bâti à 32,23% et le foncier non bâti à 56,70%. Armand. J'espère que vous savez ce que vous signez, hein, parce que M. Richen, quand il fait signer des papiers, des fois c'est des reconnaissances de dette. Hein. Faites attention. Monsieur Comte. Merci, monsieur le maire. Alors, je voudrais répondre à notre sénateur qui... Je comprends que vous vous insurgiez contre la dictature de certains paramètres statistiques, n'est-ce pas? La dictature de la moyenne, ça pourrait être la dictature de la médiane. Alors, à ce moment-là, pour que ce soit plus significatif, on pourrait introduire aussi des paramètres de dispersion, hein, l'écart-type, par exemple. Et là, je pense on pourrait se faire une idée... hein, oui, non, mais voilà. Mais alors, concernant les taxes, on ne va pas prendre les moyennes. Hein. Je regarde, j'ai pris les taux municipaux 2019. Alors, je vois Talence, 23,03. C'est bien ça. Hein. Et comme vous aimez bien comparer vis-à-vis des autres communes, de certaines autres communes voisines et membres de la métropole, Pessac, 22,59. Ah. Et Mérignac, 20,74. Voilà. Taxe foncière. On se fait la taxe foncière. Talence, 32,23%. Pessac, 29,92. Et Mérignac, 28,72. Voilà, c'est tout. Petite comparaison. Qui disait comparaison n'est pas raison? Mon cher collègue, je ne vais pas, vous, surtout pas vous. Un produit fiscal, c'est un taux que multiplie par la base. Et vous savez très bien que les bases talancaises sont structurellement plus faibles que d'autres communes, notamment en raison de l'implantation à l'époque où les bases étaient révisées ou réformées, notamment du quartier de Thouars, ce qui avait fait diminuer les bases globales de la ville. Donc, ce qui est intéressant de comparer, ce ne sont pas des taux entre eux, même si des taux sont des indicateurs légitimes. Mais bien évidemment, si on a 100 mètres carrés, je parle en taxe foncière, parce qu'en plus en taxe d'habitation, vous pouvez avoir des abattements à la base, etc. etc. Ce qui est intéressant de comparer, ce sont ces chiffres-là, et pas simplement comparer des taux. Mais je suis sûr que je ne vous apprends rien là-dessus. Je vous sors d'un air taquin ce soir. Et puis, c'est pas comme si c'était... Un petit peu, c'est ma dernière. C'est vrai. Et puis, l'autre complément, mon cher collègue, pour répondre, c'est que quand on a l'aéroport ou l'hôtel de la Monnaie sur son territoire, avec à l'époque où ça rapportait quelques taxes professionnelles, c'est pas tout à fait la même chose. Mais l'aéroport sur Talence, je le vois pas comme ça. Voilà. Alors, les votes.
L'abstention. Madame Congos s'abstient. Monsieur Comte, vous abstenez? Non, non, je vous en prie. Vous abstenez. Abstenez pour. Madame Zanotti, pour aussi. Merci. Et le groupe majoritaire? Pour. Très bien. Délibération numéro 7, budget de la Régie des transports, prise en charge du déficit par la ville de Talence, exercice 2020. Je vous en ai parlé tout à l'heure du budget annexe des transports. Il convient là de prendre en compte la prise en charge par le budget de la commune du déficit du budget de la Régie des transports à hauteur de 252 000 €. Il était de 250 000 en 2019. Ah, bah oui. Alors, pour... Il y a des demandes de parole. Monsieur Guérin. Ah non. Non, mais c'était juste pour vous féliciter, on va dire pour. Pardon? C'était juste pour vous féliciter, on va dire pour. Alors, monsieur Guérin, vous nous avez habitué des interventions fleuves. J'aimerais, quand c'est les félicitations, que vous soyez aussi dans cette catégorie de fleuves. Mais vous regretterez amazonien, j'allais dire, dans votre effectivement, félicitation. Quand je suis un peu concis, vous regretterez peut-être. Alors, pour le groupe Écologie, Europe Écologie Les Verts, pardon. Donc, pour tout le monde, à l'unanimité, merci beaucoup. Subvention numéro 8, délibération numéro 8, subvention au Centre communal d'action sociale, année 2020. Je ne doute pas que les félicitations pourraient se poursuivre au travers de cette délibération, puisque nous maintenons à 3 850 000 € la subvention totale accordée au CCAS. Évidemment, c'est un chiffre que nous mettons en fonction des besoins qui sont exprimés par le Centre communal d'action sociale depuis un certain nombre d'années. Je vous rappelle néanmoins qu'une avance avait été prévue lors du Conseil du 16 janvier de 1 925 000, qui évidemment vient en déduction des 3 850 000. Quand on parle d'acte social, de vous rappeler qu'en subvention 2015 du CCS, c'était 3 200 000, 3 200 000, 3 230, 3 600 l'année d'avant, mais 3 230, et qu'on est à 600 000 € de plus 6 ans après. Preuve que les CCS, peut-être à mon avis hors du champ du scope qui est le leur, continuent d'agir avec beaucoup de professionnalisme, et donc que la ville est très heureuse d'aider à cette hauteur-là, et depuis de très nombreuses années, même si on était monté au-dessus de 4 millions d'euros, certaines années, la 3 850 000. Y a-t-il des votes pour? Non, attendez, je voulais... Ah pardon, monsieur Comte. J'avais une petite précision. Nous avons 3 associations de commerçants qui bénéficient... Alors nous sommes sur le CCS. On est sur le monsieur CCS. Comte. Je pense que vous avez une délite d'avance. Oh, pardon. Le C n'est pas commerçant. J'anticipe. Alors, pour. Donc pour, à l'unanimité? Merci. Délibération numéro 9, subvention aux associations talancaises, année 2020. Je ne suis pas sûr que les félicitations continueront pour l'intégralité des subventions proposées au travers de cette délibération. Nous sommes sur un montant global de 2 348 000. Je vous ferai grâce, si vous le voulez, du détail. Alors, monsieur Comte, vous avez une question sur les commerçants, alors? Oui. Est-ce que l'année dernière, il y avait aussi 3 associations qui étaient subventionnées, 3 associations de commerçants? Il ne me semble pas, l'année dernière, je ne sais pas. Ah, mais voilà, il me semblait bien. Donc, ce sont des subventions nouvelles, je pose la question. Voilà, c'est tout. Ne me regardez pas. Oui, non, mais j'ai compris. Je vois, mais vous êtes dans le noir, donc je ne vois pas, monsieur Comte. Mais là, je vous confirme que nous aidons cette année l'association des commerçants de la période de Pessac, Bordeaux-Talence. Alors, en sachant qu'il y a eu 2 années de regroupés, puisqu'on a déjà aidé, mais en fait, ce sont 2 années de décoration de Noël, notamment. C'est surtout ça. C'est à travers une décision du Conseil communal, je passe sur madame Chantal Chabat, et que nous aidons effectivement cette année Cœur de Talence et Porte de Talence pour notamment le festival des commerçants, etc., etc. Il n'y a pas forcément des subventions chaque année, mais elles reviennent. En tout cas, c'est le cas pour Barrière de Pessac, Bordeaux, Talence. Et je n'ai pas terminé, pardon, excuse-moi. La fonction 40, le cercle des nageurs de Talence, 33 000.
est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce qui va se passer après la fermeture en septembre, me semble-t-il, 2020, de la piscine? Oui. Question. Donc c'est prévu, c'est la raison pour l'instant on a souhaité maintenir le même niveau en fonction de décisions qui seront prises au niveau du cercle national, même si certaines ont été prises au cours de leur assemblée générale. Je rappelle que le calendrier définitif des travaux et notamment de la période de fermeture n'est pas encore tout à fait arrêté en fonction des décisions que nous avons à prendre avec la métropole et en fonction, un petit peu comme on l'avait fait à l'époque d'ailleurs avec le club de basket lorsque Jean Bouin s'est révélé plus fragile que prévu, la ville en fait permettra de revenir à un solde zéro en fonction des différentes décisions. Donc a priori, la fermeture en septembre 2020 de la piscine n'est pas, ce n'est pas fixé. On a toujours parlé d'une fermeture à l'automne. Je ne vous ai pas parlé de date de fermeture, je vous ai parlé de période d'indisponibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va être fermée pendant 18 mois, pendant 24 mois, etc. On a besoin d'affiner avec les équipes d'architectes exactement de manière à ce que l'on puisse... Donc le chronogramme qu'on nous a fourni, ça n'a... C'est un bon chronogramme et qui ne peut être qu'amélioré en fonction du travail du cabinet d'architecture. C'est quelque chose donc de tout à fait provisoire. Non, c'est quelque chose de tout à fait définitif, mais dans le sens où on a demandé aux équipes d'architecture, peut-on imaginer une fermeture de l'établissement qui soit moindre, tout simplement, en faisant des travaux. D'accord, c'est pas une... On essaie d'améliorer la situation. C'est simplement une demande d'information. Hein, oui, voilà. Je vous réponds. Voilà, c'est tout. Ok, merci. C'est une réponse. En attendant, on a préféré laisser la même subvention au CNT. Madame Zanotti. Tous les ans, je pose peut-être la même question, mais j'aimerais bien savoir quand même les critères d'attribution à chaque association. Est-ce que c'est le nombre d'adhérents, les charges extérieures, les locations de salles, etc., etc. Parce qu'on a des montants qui parfois paraissent exorbitants ou au contraire faibles, et donc ne sont pas affichés les critères d'attribution de subventions. Est-ce que c'est des demandes? Est-ce que c'est des compléments de subventions autres, enfin, etc. Alors, il peut y avoir des réalités différentes suivant les structures. Hein. Évidemment, quand on verse 50 000 € de subventions ou qu'on en verse 150, ce n'est pas tout à fait les mêmes réalités. Je pense notamment au comité de quartier. Ce sont plus des notions de forfait qui sont données à un certain nombre de comités. Et dès lors qu'on rentre dans des montants beaucoup plus précis, nous avons des critères et nous avons surtout des conventions d'objectifs qui se rapportent à ces différents montants et qui précisent les attentes de la ville. Je pense le sport qui fonctionne beaucoup avec un certain nombre de critères. Sur d'autres associations, on est davantage sur des conventions d'objectifs, notamment pour les plus importantes. Monsieur Casabon. Oui, le sénateur. Sur cette question-là, en réalité, il y a des critères très objectifs. C'est le nombre d'adhérents, c'est le niveau, parce que le niveau fait qu'ils ont des déplacements régionaux, départementaux ou nationaux à faire. C'est parfois aussi, est-ce qu'ils ont des frais par rapport à l'équipement qu'ils utilisent. Enfin, il y a plein de critères comme ça. On le voit d'ailleurs aussi, je ne sais pas comment se font les autres collectivités. Si je prends un des premiers clubs de Talence, qui est le club d'athlétisme, qui est devenu le premier de la Nouvelle-Aquitaine, ils sont relativement bien subventionnés par la ville, mais la région, collectivité que connaît bien Madame Marco, elle leur donne 3 queues de cerises, alors que la région de Marseille leur donne, je crois, 80 000 € par an. Voilà. Donc on est obligé aussi de tenir compte de ce qu'ils ont par ailleurs pour équilibrer leur compte. Mais ils font des demandes, mais après il y a quand même des critères objectifs qui permettent d'avoir une logique dans l'attribution de ça. Quant à la piscine, je vais dire un mot, j'ai envoyé un petit mot au maire en particulier. C'est que la piscine, on avait eu un projet que la métropole puisse acheter, on en a parlé, M. Délu lors des finances, la commission des finances, que la métropole achète une piscine démontable. Il faut savoir que les plus grandes compétitions qu'il y a dans le monde sont 9 fois sur 10 des piscines démontables. Donc on avait commencé à explorer cette piste qui avait 2 avantages. Un, ça permettait pendant les travaux comme Talence d'avoir une piscine à côté permettant non seulement au cercle des nageurs de fonctionner, mais également aux écoles de continuer à apprendre aux enfants à nager. Et après cette piscine, elle partait ailleurs, pour Galin par exemple. Et en fin de course des travaux, elle pouvait également être installée dans une ville qui souhaitait une piscine, mais qui n'avait pas les moyens d'en payer une.
Tout ça a été très beau, théorique. Les services nous répondent ah oui, mais la compétence de la métropole dans le domaine sportif, c'est pas totalement arrêté. Alors, j'ai envoyé un document tout à l'heure au maire qui était, vous savez, la nouvelle loi qui va arriver, décentralisation, différenciation, déconcentration. Et il est écrit dedans qu'une collectivité peut interpréter l'application de la loi pour un but très particulier. Je trouve qu'on est tout à fait dans ce cadre-là. Alors, on en a reparlé l'autre jour avec le président Bobet, et j'ai demandé au maire aussi d'appuyer cette demande pour essayer d'avoir une piscine démontable. Parce qu'on assurerait l'ouverture pendant tous les travaux. Et tu as fait aussi, toi, en commission de finances. Et on ne comprend pas la réponse de l'administration. Mais non, on n'était pas dans... Bon. Oui. Monsieur Deluy. Ce que vient de dire M. Casabonne, on l'a déjà échangé 50 fois. Effectivement, la réponse de l'administration est incompréhensible. Et encore, la dernière fois que je l'ai posée, toujours aussi incompréhensible. Bon. Juste, je voudrais vous précisiez, je n'ai pas très bien compris, plus exactement, je ne sais pas comment interpréter votre réponse, la réponse que vous avez faite à M. Comte concernant la subvention au CNT. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif prévu pour se substituer à la piscine. Le CNT va être donc dans l'obligation de licencier ses salariés. En l'occurrence, donc, ce que vous nous dites, c'est que si jamais les coûts de licenciement mettant à mal le budget du club, la ville de Talence sera évidemment prête à, assumer ses responsabilités et aller jusqu'au bout, ou exactement aussi d'ailleurs dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire que si l'intégralité de la subvention n'est pas utilisée, notamment parce que les ruptures ont lieu plus tôt dans l'année, donc forcément les charges salariales qui vont avec ont lieu plus tôt dans l'année, eh bien éventuellement cette subvention pourra également être revue à la baisse. C'est bien ce que vous vouliez dire. Alors, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, la ville de Talence assume toujours ses responsabilités, en tout cas pour ce qui concerne cet exécutif. D'abord, l'annonce des travaux de la piscine a eu comme premier effet d'avoir une diminution assez significative du nombre d'adhérents du CNT, parce que les gens se sont dit en cours d'année, voilà, et donc avec des gens qui sont allés sur d'autres piscines. Or, la masse salariale du club, du CNT, est restée à peu près identique. Donc, ils ont un rapport charge-produit qui est aujourd'hui déficitaire, indépendamment de ça. Ce que je disais à M. Comte tout à l'heure, c'est qu'on a un calendrier de travaux qui est aujourd'hui arrêté. La seule chose que l'on a demandé aux architectes, c'est que dans ce calendrier de travaux, était-il possible d'avoir une période de fermeture qui soit moindre? À ce jour, la réponse n'est pas connue. Je rappelle que le CNT est une association, même s'il est aidé par la mairie, qui est autonome. Ça veut dire qu'il lui appartient de faire bon usage des subsides qui lui sont donnés et de voir avec les différents salariés quelle est la décision qui leur incombe en fonction de ces décisions. Donc nous, ce que l'on donne, c'est une visibilité au club. Après, le club est autonome et va décider de ce qu'il veut faire avec ses salariés. On doit avoir avec le CNT une autre réunion fin février pour faire un point justement sur ce volet social, en fonction aussi des éléments qui nous auront été donnés et par l'architecte et par la métropole. Parce que je rappelle concomitamment ce qu'on avait dit, c'est qu'on a demandé à la métropole éventuellement 2 aides, une aide sur un bassin temporaire, mais éventuellement une aide, aussi une prise en charge dans l'hypothèse où notre piscine serait moins fermée que ce qu'il serait prévu. Et donc éventuellement une prise en charge d'une partie des frais de fonctionnement issus de cette période de fermeture plus courte que prévu. Donc au bilan, ce que l'on va faire, ce que l'on a fait pour la Médoquine, ce que l'on a fait pour les autres clubs, ce qu'on a fait également pour le basket à l'époque aussi, on fera les soldes, on fera le solde à la fin et bien évidemment que la ville assumera ses responsabilités de manière à ce que le CNT puisse repartir sur de saines bases avec une réouverture, j'espère, plus rapide que ce qui est prévu. Mais ça appartient aux architectes et aujourd'hui je n'ai pas la réponse. En tout cas, par rapport au budget l'année dernière, nous avons plus de subventions que voté l'année dernière, puisque nous en sommes à 2 350 000 contre 2 280 000. Donc on a donné un peu plus d'argent aux associations, aux chapitres associatifs que l'année dernière. 2 475 000 au total. Alors, Madame de Marco. Merci. Bon, on ne va pas vous surprendre en disant que nous allons voter pour l'ensemble des subventions aux associations. Surprenez-moi, Madame de Marco. Encore une fois, nous nous interrogeons pourquoi nous subventionnons encore l'école talençaise de sport motorisé à hauteur de 40 000 €, sachant que c'est
Une des subventions les plus importantes après l'Union sportive Talence à l'athlétisme, 48 000 € pour, en définitive, cette association, à ma connaissance, n'exerce pratiquement plus sur la commune de Talence. Donc, à moins que vous ayez des éléments complémentaires à m'apporter, disant que vraiment... J'ai bien peur que, quels que soient les éléments apportés, j'ai l'impression que votre vote sera intangible. Non, mais comment peut-on poursuivre un financement à une association de l'ordre de 40 000 € alors que celle-ci n'exerce plus sur Talence? Pouvez-vous m'expliquer? Mais d'abord, cette association exerce toujours sur Talence. Très peu. Mais Madame de Marco, soit vous faites du motocross et vous nous l'apprenez, soit, etc. Enfin, cette association continue d'exercer sur Talence. Elle a déployé d'autres activités ailleurs, ce qui d'ailleurs est quelque chose de tout à fait louable, de ne pas forcément dépendre d'une seule commune. Et donc, ça s'appelle un choix, Madame de Marco. Voilà, c'est le un TSM, choix dans la continuité, je comprends bien. Si notre choix dans la continuité, nous ne voterons pas, nous votons contre cette subvention. Et le régime de la rupture permanente n'est pas forcément souhaitable. Alors, donc vous votez contre le TSM, très bien. Et c'est tout. Madame Ramy, vous n'allez peut-être pas prendre part au vote, c'est ça? Moi, je ne vais pas prendre part au vote pour Talence événements et Ludi Loisirs. Pour Talence événements et Ludi Loisirs. Ludi Loisirs. Parce qu'elle est trésorière. Oui, je sais qu'elle est trésorière. Non, mais je suis au courant. Voilà. Mais derrière, on me dit, voilà, des choses. L'ensemble des gens qui, en général, je ne sais pas si jamais il y a d'autres personnes. Voilà, Madame Chadebosse, mais en général, on ajuste en fonction de ça. Voilà. Madame de Marco, vous voulez faire encore une autre intervention? Non. N'hésitez pas à prendre le micro et à demander la parole. Donc, en dehors des prises au vote, Madame Congost, Monsieur Comte. Dans l'intégralité? Très bien. Madame Congost aussi? Très bien. Oh. Mais cessez d'influencer les votes, Madame de Marco. Contre la moto, je vais suivre mes amis les Verts, mais pas pour les mêmes raisons. Ah. Je trouve, d'un point de vue pédagogique, en termes de projet de société, de proposer aux jeunes autre chose que des jeux de moto, c'est-à-dire de la moto pour aller en faire dans la nature, etc. Il faut arrêter ça. Il faut proposer aux jeunes, je sais pas, un mur d'escalade, il faut arrêter. On ne peut pas parler d'écologie, on ne peut pas parler de restrictions et continuer à promouvoir des sports de moto où on utilise de l'essence. Voilà. Donc, pour cette raison, effectivement, je dirais contre. Ma chère collègue, d'abord, je trouve dommage que votre vote soit influencé, mais acceptez-en là-dessus ou soit régenté. D'abord, les jeunes qui veulent faire du mur d'escalade peuvent faire du mur d'escalade dans de superbes associations à Talence, et y compris d'ailleurs dans le très beau gymnase Boris Dio. De vous dire quand même, quand on parle de ces choses-là, indépendamment du dogme ou des poncifs, soi-disant des tenants de l'écologie, qu'à un moment ou à un autre, savoir et apprendre à conduire un deux roues, compte tenu de ce que l'on verse en termes de victimes chaque année sur la route, je crois que ça vaut mieux que certains poncifs ou postures politiques. Vraiment, je vous le dis là-dessus. Bien sûr. Il y a au numéro 10 une subvention maigrelette de 80 € pour l'association pour la prévention routière, délégation de la Gironde. Oui. Donc, eh bien, à la place des sports motorisés, mettons 40 000 € sur la prévention routière. Et là, je serai d'accord. Madame, je vous propose, présentez-vous, soyez élu et faites vos choix. Monsieur Guérin. Dès qu'on vous contrerie, vous dites ça. Non, je dis juste que là, je trouve... c'est parce que vous n'avez rien à répondre Madame à ça. Congost, voilà. Si je vous ai répondu, je trouve juste dommage. Mais regardez-moi, regardez, je suis là. Je trouve juste dommage. Ces jeunes apprennent à conduire des deux roues. Et aujourd'hui, le nombre d'accidents en deux roues est exponentiel. Donc, je crois que opposer les associations... Le motocross Madame peut Congost, être privé. Est-ce que
ne pas couper la parole pourrait faire partie d'un débat élémentaire et démocratique. Bien. Donc, je rappelle que je trouve que c'est regrettable d'opposer les uns aux autres et de vous dire, puisque vous êtes une conseillère municipale, maintenant avec un peu d'expérience, que la police municipale fait justement des actions de sensibilisation dans les écoles, sans opposer et sans subvention. Alors, donc, vous avez donc dit contre, on a dit contre le TSM là-bas, Monsieur Guérin. Cite un peu la prise de parole, si vous voulez bien, Monsieur le maire. Je vous autorise tout, Monsieur Guérin. Merci, j'en suis comblé. Donc, c'était par rapport justement à un peu la communication et les annonces. Il vous apparaît bien évident qu'il y a un M et 2 roues, là encore, on fait de la communication, on va jusqu'au bout. C'est une association, effectivement, pour un sport de 2 roues motorisé. En plus, là, effectivement, là, dans un parc, effectivement, mais qui, après, pourra peut-être amener les gens à aller dans les bois pour faire la même chose. Et si vous souhaitez, effectivement, partir sur une pédagogie, écologie, sécurité routière, comme vous l'avez dit, il y a des formations au niveau du périscolaire qui peuvent être faites. Et puis, il y a une subvention, je rappelle, c'est la délibération suivante, une délibération auprès d'une association qui fait de la formation remise en selle pour adultes et pour enfants, et qui a une subvention 10 fois moindre. Donc, effectivement, c'est un choix politique, et il faut que vous assumiez réellement ce que vous entendez par l'écologie, la pédagogie, etc. C'est écrit noir sur blanc là-dessus. Je vous remercie pour la leçon. Voilà. J'ai une proposition pour nous mettre d'accord entre l'apprentissage de la sécurité qui est indispensable, c'est ce qu'ils font essentiellement, c'est l'apprentissage de la conduite d'une motocyclette. Et par rapport à l'environnement, il y a une solution très simple. On les aide à acquérir des motos électriques et il n'y aura plus de problème de pollution et on maintiendra la mission de sécurité. Ça se fait déjà dans d'autres villes. Monsieur Guérin, merci. Allez, le couplet sur le TSM annuel étant terminé. Donc, on a dit contre pour messieurs, dames de l'écologie et Madame Congost. Monsieur Comte, vous m'avez dit pour tous. Alors, je vous écoute. Pour aussi pour le TSM. Oui. Madame Zanotti. Je vote pour l'ensemble, mais je m'abstiendrai pour le TSM parce que je n'ai pas eu la justification de ce montant, parce que ça a été un peu vague sur l'ensemble des associations. Et je suis désolée, mais vous avez cité le budget participatif, enfin des conseils communaux, ça n'a rien à voir, puisqu'après chaque projet est présenté en conseil municipal, donc on peut juger pourquoi on a donné de l'argent, alors que sur les restes, non. Non, je parlais juste du budget. C'est M. Gestin qui a cité les conseils communaux. Non, c'est moi qui ai cité les conseils communaux. Ouais. C'est qu'en fait, c'est le conseil communal Nord qui a décidé d'aider une nouvelle année pour les décorations de Noël pour l'association de la barrière de Pessac. C'est juste par rapport à ça. Et c'est débité sur les crédits de Madame Chabat, en fait. Ouais, c'était la question, c'était sur les critères. Et je pense que les conseils communaux, c'est les seuls. On n'a pas besoin de critères puisque tous leurs projets passent en délibération du conseil municipal. Donc on juge chaque projet au coup par coup. Alors que sur les autres associations, on ne sait pas. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Alors, Madame Saulba, Monsieur Larose. Pour abstention sur les TSM, pareil. Très bien. Et pour tout le monde? Je vous remercie. Enfin, sauf ceux qui ne prennent pas part au vote. Monsieur Delu? Une précision, puisque chaque année, depuis 6 ans, nous demandons à ce que, lorsque le tableau de subvention des associations est fourni, qu'il soit fourni 2 colonnes, la colonne du vote de l'année en cours et la colonne, le cas échéant, du vote de l'année précédente. Donc, je le dis, ça servira peut-être à rien pour l'année suivante, quelles qu'en soient les raisons. Je transmettrai au service. Alors, la délibération suivante, Madame la secrétaire, s'il vous plaît. Délibération numéro 10, subvention aux associations Montalo 16, année 2020. Là aussi, je vous en épargne le détail, juste vous préciser qu'il s'agit d'un montant global de 2 640 €. Et que l'association ODP Talence est à Talence. Alors...
Comme d'habitude, vous votez contre Vélocité. Non. Non, pour l'ensemble de ces subventions d'État. Oui. Sauf les 400 € pour Très bien. pour la chasse. Très bien. Pour, je ne sais plus s'ils sont 40 ou 10 ou 20 chasseurs. Mais ces 400 € nous paraissent inutiles. Très bien. Monsieur Comte. Oui, moi j'avais une question concernant les chasseurs. Oui. Je rappelle qu'il y a quelques années, c'était 2 000 €. Hein, et j'avais un petit peu toussé là-dessus. Alors je veux savoir, combien y a-t-il d'inscrits? Hein? Combien d'inscrits? Vous ne savez pas? Alors, bon, je ne connais pas tout le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation, association par association, mais nous d'accord, demanderons au service. d'accord. Ça fait partie des dossiers de subvention. Ça représente 600 cartouches quand même. Hein. C'est pas mal quand même. Je ne savais pas que vous connaissiez le prix de la cartouche, mon cher collègue. Vous chassez, monsieur J'ai fait le calcul. 600 cartouches. Vous faites partie des adhérents? On va avoir du plomb plein le bois de Thouars, là-bas, hein, à force. Il est interdit de chasser dans le bois de Thouars. Comment... Même pas le Dahu? Alors, le Dahu vient d'être autorisé par arrêté municipal. Alors, donc on a contre, sauf les chasseurs. Madame Congost. Pour l'intégralité, très bien. En reprécisant, mais peut-être que je suis le seul, et je l'ai dit l'année dernière, que pour moi, l'antisémitisme, c'est du racisme. Donc je ne vois pas l'intérêt de distinguer les choses. Voilà, mais je l'ai dit l'année dernière. Mais c'est le nom de la LICRA. Comment? C'est le nom de la LICRA. Oui, mais en l'occurrence, peut-être, enfin, je sais pas. Il faut leur faire un courrier pour leur dire changer de nom. L'antisémitisme, c'est du racisme. Voilà. Demandez-leur de changer de nom. Il ne faut pas le demander au maire, il faut le demander changer de nom à la LICRA. Alors donc, mais vous votez pour quand même malgré l'abréviation. Bon, donc en étant pour en intégralité. Moins la chasse, très bien. Pareil, Madame Saoulba. Pour en intégralité, très bien. Pour en intégralité, Madame Zanouti et Monsieur Larose, pardon. Pour en intégralité. Très bien. Pour. Madame de Marco, vous l'étiez pour la chasse finalement. Non, mais merci de me donner la parole. Je suis assez surprise de la réaction que vous avez eue avec la question de Bernard Comte, disant que vous ne connaissiez pas du tout le nombre d'adhérents de l'association de chasse. Non, de tous les adhérents. Je pensais qu'il y avait une règle, permettez quand même, pour façon à obtenir des subventions, qui demandait quelle était la raison de cette demande de subvention et quel était le nombre d'adhérents. Donc c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses d'apporter cette information. Donc vous donnez donc aveuglément 400 € à la Fédération de chasse, à savoir si ils ont des adhérents à lancer. Mais... Madame de Marco, permettez-nous de ne pas venir avec les 250 dossiers de subvention, mais bien évidemment, je vous rappelle la règle qui vous a été rappelée à de nombreuses reprises. Je comprends que vous ayez envie de faire un peu d'animation pour cette dernière séance, mais nous ne versons les subventions qu'à deux conditions: d'avoir l'ensemble des éléments du rapport d'activité, des éléments du dossier de demande de subvention dans lequel nous avons tous les éléments. Donc, bien évidemment, c'est un chiffre que nous avons et si nous ne l'avions pas, la subvention ne serait pas versée. La règle du jeu n'a jamais cherché. Alors, je ne l'ai pas là, mais on le fera passer à M. Comte qui nous l'a demandé. Il n'y a aucun souci. Non, Madame de Marco, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais c'est la pleine lune ou quoi? Vous avez l'air contente, mais... Juste, permettez-moi, de la même façon que j'ai dit pour les budgets, ne travestissez pas les paroles. J'ai juste dit que je ne connaissais pas avec exactitude le nombre d'adhérents, association par association. Il y en a plus de 250. Si vous avez ces chiffres-là, tant mieux pour vous. Je fais juste, en plus, confiance accessoirement au travail des services qui font ce travail-là très bien. Rapporteur, Monsieur Fargue, conseiller délégué au sport. Délibération numéro 11, journée olympique, 6 juin 2020. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, dans le cadre de la journée olympique qui aura lieu le 6 juin 2020, je vous propose d'autoriser donc monsieur le maire à instaurer la gratuité et l'accès aux différentes installations sportives de la ville ce jour-là et pour les 4 années à venir. En effet, la ville a candidaté pour être centre de préparation aux Jeux de 2024. L'objectif, être en capacité d'accueillir les délégations sportives étrangères pour l'athlétisme, le football, la natation et l'escrime. Pas de moto.
mon cher collègue, vous allez remettre 5 € dans la machine et on reparti pour un tour. Olympique, qui plus est, dans 400 mètres. Un tour de stade, mais ça fait 400 mètres. Alors, Monsieur Guérin. Alors, je trouve que la délibération n'est pas très claire ou un peu fourre-tout, mais je ne sais pas quel est l'objectif. Est-ce qu'on nous fait voter sur la gratuité de l'accès aux installations sportives? Est-ce qu'on nous fait voter sur les animations et les subventions pour nous aider à faire des animations la journée du 6 juin? Est-ce qu'on nous fait voter pour la participation au centre de préparation des Jeux Olympiques? Ça, c'est mes premières questions pour pouvoir se déterminer, et la suite de mon intervention viendra après. Alors, Monsieur Fargue. De façon simple, le fait d'avoir candidaté pour être terre de préparation nous oblige à organiser un petit peu comme le format Défi Sport, d'ouvrir toutes les installations sportives de la ville pour l'état lancé sous les couleurs des Jeux Olympiques. Voilà, simplement. Donc, en fait, avec cette délibération, on instaure la gratuité, on sollicite l'ensemble des subventions nécessaires à l'organisation de cette journée. Donc, effectivement, là, c'est bien la première fois où on nous demande de nous déterminer sur le fait que la ville soit candidate pour être référencée comme centre de préparation. C'est-à-dire qu'on n'héberge pas les Jeux Olympiques tous les ans, Monsieur Guérin, en fait, c'est par rapport à ça. J'ai bien entendu, donc ça fait partie d'un des objectifs de ce vote. Oui. La ville n'est pas candidate à quoi que ce soit. La ville a rempli un dossier, compte tenu des infrastructures sportives de qualité que nous avons pour l'athlétisme, la natation, l'escrime et le football. Nous sommes susceptibles, je dis bien susceptibles, de recevoir une délégation étrangère au vu des préparations pour les JO. Voilà. Et pour ce faire, dans ce format-là, il faut, sur une journée, montrer à Talence que nous sommes capables de créer une mini-olympiade, tout simplement. Un peu comme le format Défi Sport que nous faisons chaque année. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, je reviendrai quand même un petit peu sur cette histoire de centre de préparation. Moi, je n'ai pas entendu parler où ça allait s'installer, sur quel laps de temps on allait accueillir ces personnes. Est-ce que les frais d'hébergement étaient pris complètement à la charge de la ville? Il y avait des subventions, etc., etc. Alors, pour être précis, donc 6 juin 2020, cette année, donc, normalement, il devrait y avoir des animations sur la place Alcalá de Henares. Non, mais attendez. Et autour du stade nautique. Ça, j'ai bien compris. Vous voyez que vous y perdez aussi. Il y a un sujet qui est le 6 juin. Ça, on est d'accord. Oui. On va en reparler. Il y a un autre sujet qui est de dire Talence, centre d'hébergement, etc. Ces centres d'hébergement, on héberge où? Quelles sont les conséquences pour les Talençais, les sportifs talençais ou les écoles? Monsieur Casabonne l'avait évoqué un petit peu pour le stade nautique. Ça, c'est un sujet quand même important, puisqu'il semble être quand même un peu induit dans cette délibération. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est le premier sujet. Et après, le deuxième sujet, après, je me demande si je mets trop de sujets en même temps, vous allez répondre qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Vous savez, tout comprendre de certaines de vos interventions relève d'une certaine, vous avez raison, préparation olympique. Je fais concis et je fais par étapes. Voilà, je vous en remercie. Je vais donc faire dans la répétition de ce que vient de vous dire Monsieur Fargue. En l'occurrence, il s'agit d'autoriser cette délibération à instaurer une gratuité de manière à pouvoir se prévaloir de ce label. Les délégations étrangères qui pourraient être fait sur les sports qui ont été cités par M. Fargue, sur lesquels nous avons des installations de ce niveau-là, et on pense bien évidemment en premier lieu sur le stade d'athlétisme, ces délégations pourront être accueillies. Donc, et ceci sur les 4 années qui nous séparent de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Est-ce qu'on aura une dimension ou une incidence concrète sur où est-ce qu'ils seront hébergés, à quelle époque, où, comment, etc. Il s'agira bien sûr de l'affiner en fonction. Là, on est juste en train de proposer au conseil municipal de voter l'installation, le principe de l'instauration de cette gratuité pour cette journée-là et l'installation d'animations sportives pour cette journée-là et la possibilité d'accueil de délégations étrangères.
dans le côté précis aujourd'hui, on n'a pas encore passé l'Olympiade de Tokyo, on sera peut-être un peu plus précis après les Jeux Olympiques de Tokyo sur exactement ce que ça pourrait avoir comme impact. Voilà. Mais Talence, ce n'est pas la seule ville, il y en a tout un tas d'autres. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre première étape? Première étape, oui, en Bien. partie. Donc en tous les cas, je note bien qu'effectivement, on nous demande quand même de nous déterminer sur des choses qui vont venir après. Mais c'est pas grave. Juste, mon cher collègue, mon cher collègue, vous précisez que les délégations qui utiliseront les installations paieront ces installations. La gratuité, ce sont pour les Talençais, c'est pour les Talençais. Très bien. Ça, c'est effectivement l'autre étape. Je vois, vous me refaites préciser, gratuité pour la journée du 6 juin, mais je lis quand même, et pour les 4 années à venir. Alors, les installations sportives, à part le stade nautique, pouvez-vous me dire quelles sont les autres installations sportives qui sont payantes en accès? En accès, quelles sont les installations? Mais parce que la gratuité de l'accès, je lis, je ne fais que lire je suis désolé. Alors effectivement, on nous demande d'instaurer la gratuité de l'accès aux différentes installations sportives pour tout le public ce jour-là. Une fois par an, oui. 6 juin. Oui. Et pour les 4 années à venir. Oui. C'est-à-dire tous les 6 juin. Oui. Alors, si jamais le 6 juin ne tombe pas le 5 l'année d'après, attention, Donc, voilà. D'accord. C'est la fameuse journée qui est l'appel du 6 juin. D'accord. Non, c'est l'appel du 18 juin. Très bien, très bien. Pas la même chose. Bon, alors, grosso modo, on va dire qu'à part juin 2021, juin 2022, où de toute manière le stade nautique sera fermé, mais on ne s'engage pas à grand-chose, puisqu'il n'y a quand même pas beaucoup d'installations sportives qui sont payantes actuellement. Monsieur Guérin, je vais vous renvoyer sur 2 délibérations avant. Le calendrier de fermeture précis de la... Donc vous concluez sur des choses dont on vient de démontrer l'inverse. Donc je vais bien suivre votre raisonnement, mais il faut partir d'hypothèses vérifiées. Donc, je vous propose... On ne sait pas. Après, nous pourrons débattre, si vous voulez, à loisir, d'instaurer la gratuité de l'organisation de cette journée une fois par an, jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, quelles sont les installations sportives qui actuellement sont payantes? Sinon, on annonce qu'on rase gratis, quoi. On fait une annonce comme quoi les installations seront gratuites. Quelles sont les installations qui actuellement sont payantes et seront gratuites ces jours-là? C'est simple. Oui, mais je veux bien vous répondre. Je vous ai dit que les délégations étrangères allaient payer, première chose. L'idée, c'est de dire que toutes les installations ce jour-là, un peu comme le défi sport ou d'autres, sont accessibles gratuitement en général. Gratuitement. L'idée, c'est pas forcément de dire que c'est qu'un motif de paiement. C'est que pour accéder au mur d'escalade aujourd'hui de Boris Dio, dont on a parlé tout à l'heure, il faut faire partie de l'association, avoir des créneaux, etc., etc. Donc, dans l'absolu, payer une cotisation à l'association, etc. Il n'y a pas un guichet devant chaque installation sportive. C'est exactement sur le même format que le défi sport, puisque le défi sport, les Talençais ce jour-là, qu'ils soient adhérents ou non, licenciés ou non, peuvent pratiquer, entrer et bénéficier des installations. Donc le cahier des charges pour candidater, le dossier est simple, c'est la contrepartie, c'est organiser sur une journée une sorte de mini-olympiade sur les infrastructures de la ville. Allez, on va avoir passé plus de temps sur cette journée que sur le budget. Donc on va voter, s'il vous plaît, donc pour, merci pour... Alors, sans micro, allez-y. Pardon ? Quand c'est clair, pour. Dans un esprit de concorde, je ne relèverai pas cette dernière assertion, mon cher collègue. Merci. Madame Pitot. Rapporteur Madame Pitot, adjointe déléguée aux ressources humaines, délibération numéro 12. Alors c'est une délibération que vous connaissez, qui est récurrente chaque année. C'est permettre à Monsieur le maire de recruter en qualité de vacataire une intervenante de langage des signes pour l'exposition intitulée « Arbres et résonance ». Des questions ? Oui. Pour, à l'unanimité, je suppose. Merci.
Et la dernière. Délibération numéro 13, communication culturelle, renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel de droit privé. Alors, pour rappel, en 2010, la ville s'était engagée sur une base de 50% les services d'un agent de Talence Événements qui présentait une expérience du territoire et de la communication culturelle pour une durée de 3 ans. C'est une véritable réussite et donc nous souhaitons renouveler cette expérience pour une durée de 3 ans également. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Talence Événements Les votes ou les interventions? Nous avons perdu des verres. Non. Donc, vous, pour Bien, mes chers collègues, c'était la dernière délibération et le prochain conseil municipal aura lieu après les élections. Madame Zanotti, voilà, je voudrais remercier et vous remercier infiniment, mesdames, messieurs les élus. Je voudrais avoir une pensée aussi pour les élus qui ne font plus partie de ce conseil municipal aujourd'hui, mais qui ont œuvré au cours de ce mandat. Avoir un remerciement très particulier, appuyé et très sincèrement à l'ensemble des services de cette collectivité, du lundi au dimanche, nuit comme jour, qui nous aident, nous accompagnent, nous conseillent, et donc remercier ces services exemplaires et professionnels et bien loin des poncifs que l'on peut entendre ci et là. Je voudrais avoir une pensée particulière pour l'ensemble des élus qui, peut-être ce soir, faisaient leur dernier conseil municipal, et ceux qui ont fait le choix d'arrêter leur carrière pour Talence. Et c'est un choix parfaitement respectable, qui sûrement doit être accompagné d'une certaine nostalgie, et donc d'avoir une pensée particulière pour eux. Permettez-moi vraiment de saluer, avec en particulier vous, mesdames, messieurs les membres de l'opposition, la qualité, la sérénité des débats qui ont été les nôtres à une journée olympique près. Débats qui ont été parfois animés, parfois sur lesquels des désaccords, et c'est bien normal, c'est aussi ça la démocratie, ont pu naître. Je crois vraiment que nous avons collectivement cherché à œuvrer pour l'intérêt des Talencaises et des Talencais, et je pense qu'on peut être collectivement content d'avoir mené ce bateau sur les 6 dernières années. J'espère que cette qualité, cette concorde, cette sérénité, j'allais dire peut-être un mot souvent utilisé mais important, le respect de l'autre, avec un A majuscule, prévaudra pour, on va dire, les quelques dernières semaines qui nous séparent du premier et du second tour, de manière justement à ce que chacun puisse faire son choix dans ce climat de sérénité et que l'on puisse sereinement organiser ce temps important et vigoureux de la vie électorale qu'est l'élection municipale. J'espère vraiment que cette concorde, indépendamment d'avoir des positions ou des postures différentes, continuera à œuvrer sur les prochaines semaines et que l'exécutif qui en sortira pourra permettre de continuer ce travail, sûrement jamais achevé, mais en tout cas avec une certaine idée de l'intérêt général. En tout cas, c'est ce qu'on aura conduit avec un mot particulier, bien évidemment, pour Monsieur Alain Casabonne, qui aura présidé au destin de cette commune sur les 4 années de ce mandat, l'ensemble des adjoints et des conseillers municipaux, délégués de la majorité. Merci à vous toutes et à vous tous. Madame Zanotti. Excusez-moi. Alors, c'est pour moi et certains d'autres collègues ici, avec certitude, le dernier conseil municipal. Je souhaite remercier, au nom de ces collègues qui me l'ont souhaité aussi, les services pour leur disponibilité et leurs réponses exprimées en toute neutralité. Je dis au revoir aussi à tous mes collègues. Nous disons au revoir parce que nous sommes plusieurs. Quelles que soient les positions politiques, convergentes ou divergentes. Et je suis sûre que les prochains conseillers œuvreront à l'intérêt des Talencais.